Attends. Est-ce que non mais déjà avant même qu'on commence, c'est déjà Kai. Ça c'est tourne bizarre. ou ça tourne pas encore? Ça tourne. Ça tourne déjà. tourne, Après, mais- ok. On fait des Donc bloopers. attends, juste bon, là on est parti là. Ouais, on est parti. Allez, cool. Et Non, je regarde on va commencer, mais ça, c'est le... préchauffe. Enfin, dans le footage... Ouais. Et du coup, je vous regarde quand je suis libre. Ouais, Et là, c'est du coup, libre. le micro, c'est bon, la distance? Ouais, non. Ok. Comme t'as une voix qui porte, je pense que ça ira. Ok, vas-y. Fabrice, c'est bon pour le micro? C'est Ouais. bon. Le point principal, mais Kai, tu n'as pas dit à Wally qui est ton joueur préféré de tous les temps. R9. Non, et puis après. Ah le oui, Sharia. non, ouais, ça c'est... Tu n'as pas parlé de ça? Et j'aurais dû amener mon maillot. T'aurais dû. Augustine JJ. Okocha. So good they call him twice. Oh, c'est mignon. mais j'ai appris que tu le connaissais bien. Bien, je dirais pas bien, mais j'ai eu une histoire incroyable avec lui. Et en fait, j'ai grandi en France et quand il y a eu la Coupe du Monde 98, le Nigeria s'est qualifié. Je suis allé voir tous les matchs grâce à ma mère qui nous a obtenu des billets Ouais. avant de devenir agent de joueur et tout. Et en fait, dans la foulée de la Coupe du Monde, à cause des buts qu'il a mis, il a signé au PSG. Waouh. Il a signé pour 100 Ouais. millions de francs. Ouais. Et à l'époque, c'est le plus gros transfert, je crois. Ouais. Et du coup, il y a pas beaucoup de Nigériens à Paris, comme vous le savez. Et ma mère a obtenu son numéro de téléphone, ou en tout cas un contact. Et moi, je joue au foot à cette époque-là, avec des potes, on était dans le club du quartier et tout. Et un jour, ma mère m'appelle en me disant, mercredi après-midi, là, tu peux venir avec deux amis, là, on va faire une sortie, deux amis qui aiment le foot. Je fais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle fait, vous allez à Paris Saint-Germain, vous allez voir JJ Okocha. J'ai 15 ans. C'est la star mondiale. qui Avec vient la sur le teinture. PSG, avec la teinture, les dribbles chaloupés surtout. Ah ouais. Et du coup, on arrive au Paris Saint-Germain avec mes deux potes. Tu fais le podcast. Et en gros, on débarque et lui, Audi TT, les portes qui se lèvent comme ça, gars sort les Timberland boots de l'époque. Oh, déjà! Non, Timberland trop dans du stylé. TT, ça, c'est un Non, combo, mais ça. trop de style, trop de J'ai style. dit, Il sort de la voiture. Et il dit bonjour les gars, il parle anglais évidemment, how you doing, etc. On dit bon, tu sais, t'es Star Trek quoi. Star Ouais, Trek, t'as du mal à parler, ouais, tu j'imagine. dis, franchement c'est fou. Après il fait ouais les gars, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire le tour du camp d'entraînement, le camp des loges, ou est-ce que vous voulez aller à la maison? On fait mais tu vas aller à la maison de JJ Okocha, une maison de millionnaire. Bah il y a une daronne qui avait la voiture, elle dit bah suivez-moi dans la voiture et tout, donc il rentre dans son Audi TT, on rentre MTV dans la Cribs. maison, non mais tu vois genre exhibit quoi. On arrive chez lui, bête de maison, femme mannequin, bébé qui vient de naître et tout. Wow. Et il nous installe, il nous met bien à la table, tu sais, t'as des trucs à manger dans tous Ouais. les sens de fou. Et il dit, ouais, les gars, ça va, tranquille et tout. Nous, on avait ramené des maillots à faire signer, tu vois, des maillots et tout. Il fait, ouais, les gars, bougez pas, je vais à l'étage. Tu fais du combien, toi? Il fait, tu sais, il charriait un des mecs qui faisait du 45. Et il fait, ouais, bon, moi, je fais du 39, j'ai des petits pieds. Il monte à l'étage, il nous ramène, Tes chaussures. une demi-douzaine de paires. Après, il dit, voilà, je vous les signe, je vous les donne. Et tu dis, tu sais, tu passes une après-midi. Tu sais, c'est un mercredi Incroyable. après-midi où normalement tu vas ouais. jouer au foot. Tu vas à la bibliothèque, c'était sérieux. Et là, tu te retrouves au Parc des Princes chez un joueur Incroyable. de folie, Ah ouais, au non, top de j'aurais la été forme. En fou. plus, si vous vous souvenez Alors. du début de saison, il met un but de fou contre Bordeaux. Bah oui, bien Une frappe sûr. de 35 Ah, mètres, bien sûr. là, incroyable dans le Bah quart. oui. Tout le Donc- monde se souvient de ce but alors que le PSG a perdu. Ah, Sérieux? mais le on but se qu'il a souvient mis. que de ce but. il est mis incroyable. Il rentre en jeu. Passement de jambes. Il rentre en jeu, première touche de balle, bam, 30 mètres Lucas. à l'eau. Lucas. Oh, dedans! Voilà. Ah, donc, Augustine, non. donc ça c'est la première, c'est la Idol. première histoire avec JJ Okocha. Et la deuxième histoire qui est assez rigolote, c'est mon père qui est décédé il y a une demi-douzaine d'années avait une maison à Parkview, c'est un estate à Lagos, et son voisin était JJ Okocha. Waouh. Voilà. Donc en gros je le voyais moi jamais, hein, mais je savais Ouais. juste que c'est Djibril Aminou, le nom du drive, c'est le nom de la rue, et en fait il vivait juste à côté de chez nous. Donc en gros, petit clin d'œil, systématiquement quand j'allais rendre visite à mon père ou à mes frères et sœurs au pays, j'avais l'occasion de voir la belle maison de JJ Okocha et de me rappeler de ce mercredi après-midi de l'été 98. Incroyable. Non, mais, Une folie. c'est fou parce Ah, c'est que folie. en fait, moi pourquoi j'étais complètement fan, c'est parce que dans les médias, on te parlait toujours le joueur africain, c'est le défenseur, c'est le et là il y avait un 10 quoi. Un 10. Un Un dix- vrai et 10. je sais pas si vous avez vu aussi, hein, pour vous montrer le niveau du gars, c'est Il est autodidacte. quand un jeune joueur argentin qui s'appelle Lionel Messi rencontre JJ Okocha
JJ Okocha, il dit, ah ouais, bon, c'est le ballon d'or et tout, c'est fort et tout. Et donc, il l'approche. Lui dit, ouais, je suis vraiment ravi de te rencontrer. Félicitations pour ta carrière. Il fait, non, c'est moi qui suis ravi de te rencontrer. Félicitations pour ta carrière. En fait, Messi, bon, comme tout bon connaisseur du football, il a vu Okocha. Il a vu le taf. Donc, il a vu le taf. Donc, c'est assez intéressant de te dire que c'est vraiment un joueur qui a marqué particulièrement la Ligue allemande parce qu'il a mis des buts de fou. Mais même la Ligue anglaise. En Allemagne, il a commencé en Allemagne, il avait mis des buts de fou. Après, en France, il a mis des buts de fou. Et puis après, il a joué Après, certains vont dire que c'est un intermittent du spectacle. Il met un but de fou et puis après, c'est un artiste. quelques semaines. Il est bien. C'est ça. Il y a besoin de tout. Il y a besoin de tout dans une équipe. Mais en tout cas, en fait, c'est un joueur comme on en voit moins aujourd'hui. Et surtout, c'est un autodidacte. J'aime dire le seul autodidacte du foot parce que son histoire, c'est que il est étudiant en Allemagne, à Stuttgart, et il a un pote qui est apprenti footballeur. Et donc, il va le voir à l'entraînement. Et puis, il dit, le gars dit à son entraîneur, mais mon pote, il joue bien, est-ce qu'il peut s'entraîner avec nous? Et il s'entraîne et il fait la misère à tous les pros, quoi. Non. Donc, il dit, mais en fait, il faut que tu joues. Alors qu'il a pas fait de centre de formation, rien. Et c'est comme ça qu'il commence le foot et il se prend au jeu. Et puis, c'est pour ça que tu vois bien dans son attitude, tout ce qui est venu après, c'était du bonus. Bon, il gagne la CAN, il fait ci, il fait ça. Mais en gros, c'est vraiment un don, quoi. C'est, tu vois, c'est vraiment la différence entre don et travail. Parce que si tu rajoutes, je suis pas, enfin, je connais pas, je suis pas sûr que c'est un grand bosseur. Si tu rajoutais le boulot. Il était R9, quoi. C'est ça que je disais. Franchement, R9. On saura jamais. Mais ça fait un bon biopic. Ouais. Ça fait un super biopic. Ah, il y a pas de biopic sur lui encore? Non, il est vivant, non, il est trop jeune, mais qui sait? Ah, c'est pas vrai, ça. Là, tu donnes des idées, là. JJ. Ah, qui sait? Pour vous dire, sans vouloir alimenter tous les pirates qui nous regardent, mais dans tous mes mots de passe, il y a toujours il y a une référence à JJ Okocha. Je dis juste une référence. Une référence, il a dit. Mais vu son niveau de connaissance du gars, ça va pas être juste son nom, quoi. T'inquiète pas. Tu sais, le gars est fan. JJ avec un arrobase à la place du A. Je dis pas. Voilà, des gens qui sont chauds. Je veux que les commentaires et les gens n'ont qu'à aller chercher le truc. Bon, Moulay, comment tu vas faire là? Parce que t'as fait une intro. Non, mais c'est le moment on peut commencer le podcast maintenant. Ok. C'est parti. Donc ça, c'est pour notre footage. Ça, c'était juste pour, tu vois, se faire kiffer un peu, se faire marquer. C'est un marqué. Je dis, je suis sûr que ça t'aurait fait plaisir de savoir ça. Ouais, parce que j'avais entendu l'histoire, effectivement, Nigeria, Coupe du Monde et tout, mais jusque-là. T'avais pas ce détail. Et ouais. Non, mais écoute. Faut qu'on le retrouve. Là, on est bien. Bon, bah, écoute, c'est parti. Les amis, un épisode exceptionnel. Légendaire. Cette fois, j'ai amené mon vieux père. Vous allez comprendre pourquoi je dis mon vieux père. Le cahier du futur. Roi de la com, de je sais pas quoi, etc. Là, il y a mon vieux père. C'est-à-dire, quand je serai grand, je vais être comme cet homme-là. Voilà. Moi, vous savez que je m'emballe très rarement. Donc là, je vous demande de vous asseoir. Cet épisode est disponible. On est sûrement dimanche pour les plus fidèles d'entre vous. Posez-vous. Il va y avoir énormément de contenu, Moulay. Et de valeur, parce que oui, nous jouons tous au Money Game pour le finir, c'est d'une part. Donc Wally nous fait l'infime honneur de partager les coulisses du travail que ça a été. Tous les détails. Donc vous allez voir, il va jusqu'au bout, donc il nous donne comment il y arrive, mais aussi qu'est-ce qui fait que sa boîte a fonctionné. En termes de technique, en termes de mindset. Tout y est. Wally, dis-nous, pourquoi est-ce que les gens doivent suivre cet entretien jusqu'au bout, selon toi? Bah, je pense que si les gens ont de l'ambition, il faut qu'ils suivent ce podcast, quelle que soit sa longueur. Et c'est important qu'ils précisent quelle que soit sa longueur, mais vraiment, allez jusqu'au bout. Et c'est important qu'ils précisent si vous avez de l'ambition. J'en dis pas plus. Merci beaucoup. Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, bon épisode. Ciao, ciao. Shalom. Salam. Bonjour, salut. Allez. Bonjour, salut. Il a bossé. C'est ça. On connaît. Ben écoute, Wally, on est très honoré de te recevoir. Très content que tu passes à Abidjan et que tu prennes un peu de temps pour nous et pour l'audience. Et on va bien faire les choses pour une fois. On va laisser l'invité se présenter. Voilà. Si on nous reproche de commencer des conversations et puis après, mais vous avez oublié de dire. Donc voilà.
On te laisse te présenter. Ensuite, on va dire pourquoi est-ce qu'on est très, très, très impatient d'en savoir plus. Très bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je suis ravi d'être à Abidjan. Je suis là dans le cadre du SICA, qui est le Salon international de la création audiovisuelle, qui a lieu en novembre 2024. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que je suis un franco-nigérian de 41 ans. Je vis à Paris. Je suis né à Paris et j'ai développé 2 expertises. Une dans la création audiovisuelle, parce qu'on voit après des études à Dauphine comme Moulay ici à gauche. J'ai développé une passion pour la création de contenu, l'audiovisuel, l'écriture télé et créative. Et donc du coup, je suis allé travailler dans le secteur audiovisuel en France pendant une petite dizaine d'années. Et ensuite, j'ai décidé de rentrer dans le secteur du digital et de la création digitale pendant une dizaine d'années. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Derwin, que j'ai revendue en 2020 et dont je suis parti en 2023. Donc je suis vraiment à l'intersection de la création, du digital et des contenus. Et j'ai aussi, à côté de ça, une vraie ambition d'aider le monde à être meilleur. Amen. Et d'utiliser ces compétences-là pour améliorer la vie la nôtre, nos enfants, nos petits-enfants. Et donc, du coup, je suis vraiment ravi d'être là. Messieurs, c'est très gentil de m'inviter. Et je suis ravi de partager avec vous mes aventures, mes anecdotes et mes réponses. Chaud. Bon, ça c'était l'introduction. Officielle. Kaïf, je te laisse faire l'atalakou cette fois. Les gars. En fait, il faudrait une sonnerie. C'est ça pour l'atalakou. Parce que c'est très rare. On sent combien d'épisodes, combien on a eu d'entrepreneurs qui, comme nous on dit, ont fini le jeu. Ah, exactement. C'est comme ça qu'on te présente. Over. Le game over. Game over. Je crois qu'on en a eu que 2. Il y a lui et Dorian. Et Dorian, voilà. Donc, vous le savez, ce qu'on appelle game over, c'est-à-dire on rentre dans ce jeu, on se plante, on rebondit. Mais au final, quand on arrive à revendre sa boîte, c'est pas le but, on le répète, c'est pas le but pour tout le monde. Mais revendre sa boîte, c'est rentrer dans une ligue à part. Yeah. Bien sûr, ta vie s'arrête pas. Voilà, il a encore plein de projets, encore plus impactants que ce qui se faisait avant. Mais c'est vrai que ça fascine. C'est vrai que arriver à ce niveau-là, ça veut dire tellement de choses parce qu'au-delà de l'aspect financier, que ça soit pour le fondateur ou autre, ça veut dire en fait une validation à la fois de ton secteur, mais à la fois de ton environnement également financier. Et à la fois de manière plus globale de nous les entrepreneurs. Alors bien sûr, même si tu n'avais pas revendu ce que tu as réalisé, on va en parler, nous intéresserait. Mais c'est vrai que forcément, aujourd'hui, comme on aime dire en claim to fame à ce stade, c'est l'élément qui revient en avant. Est-ce que tu fais partie de ceux qui se disent oui, c'est mon claim to fame et je l'assume, ou alors ça te fatigue et tu te dis oui bon il y a pas que ça, tu vois? Est-ce que tu es blasé par rapport à ça? Non, je suis pas blasé par rapport à ça, je comprends. Tu comprends en fait. Je comprends parce que c'est quand même un moment, c'est un événement dans la vie entrepreneuriale qui change ta vie. Ouais. Donc il y a un avant et un après, donc soyons réalistes quoi, patrimonialement dans ce que je suis capable de faire économiquement, donc on va dire en termes de pouvoir économique, en pouvoir d'influence, en pouvoir d'exemplarité pour les autres, les frères, les sœurs. C'est pas la même chose quand t'as eu l'occasion d'achieve cet événement que quand tu n'as pas fait. Donc moi ça me saoule pas, ça fait partie de mon aventure, ça en fera partie, et c'est quelque chose aussi que j'aime bien, c'est un peu comme un titre, on peut pas te l'enlever. Exactement. On peut pas te l'enlever. On peut pas te l'enlever. La vie entrepreneuriale, c'est fait de moments de highs et de lows, quoi, de moments forts et de temps qui sont difficiles. Donc, l'exit, au moins, c'est quelque chose qu'on peut pas te retirer, qui valide, comme tu le dis, ton succès, l'intérêt pour le marché, la valorisation, la cohérence que tu as pu avoir, la rigueur de ton organisation, parce que n'achète pas une boîte qui fait du chiffre, mais qui est mal structurée. Ça, c'est très vrai. Qui a un risque. Donc, ça valide beaucoup de choses. Donc, je trouve ça intéressant. Ça valide aussi l'attractivité. Et voilà, moi, je trouve ça très intéressant. Je suis ravi d'être dans cette situation-là aujourd'hui. Ouais, et surtout, bon, moi, d'autant plus que, enfin, au-delà du fait que on opère dans le même secteur, c'est surtout pour toutes les personnes qui opèrent dans des domaines différents de l'univers de la start-up. Exact. Tu vois, montrer que c'est possible parce que c'est un peu, on va dire, commun dans le monde de la, enfin, commun. C'est pas tout le monde qui arrive, mais ce que je veux dire, c'est que, dans le milieu de la start-up, c'est l'objectif. Exactement. C'est quasiment le modèle. Ouais. Voilà, c'est le modèle. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui nous regardent, qui sont dans la com, dans d'autres types de services. Et donc, c'est montrer, en fait, qu'on peut y arriver. Et après, est-ce que tu peux juste, quelles sont les key métriques que tu donnes pour qu'on se rende compte un peu de la taille du business au moment où
tu es approché et la taille du business au moment où tu le cèdes. Parce qu'après, je pense que l'idée qu'on a avec Ray, c'est de regarder étape par étape, tu vois, sur ton business. Qu'est-ce que tu as dû implémenter? Qu'est-ce que tu as dû transformer en toi pour, Très clair. tu vois? Très clair. Pour introduire, en fait, il y a quand même une réalité dans la vie des entreprises qui dure, qui sont à deux niveaux. Il y a quand même beaucoup des entreprises qui disparaissent dans les 3 premières années. Exact. Tu vois, ça, c'est une réalité économique. Et donc, Factuel. du coup, moi, je félicite toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs qui arrivent À dépasser 3 ans. Ouais, dépasser 3 ans, franchement. Tu sais, il y a des événements qui sont importants. Je pense que déjà, survécu 3 ans, tu défies déjà les statistiques de la majorité des boîtes. Donc, C'est vrai. moi, j'applaudis ces gens-là, tu vois. Et ensuite, la réalité des boîtes qui continuent et des entreprises qui continuent, on va pas parler des boîtes unipersonnelles, quoi. Une personne, bon, c'est une structure indépendante, mais quand tu commences à avoir des salariés et ce qui va avec, il y a 3 possibilités qui s'offrent à toi. C'est disparaître, mourir, ce qui se produit, ce qui continue de se produire, être acheté, acheter. Pour grossir. Globalement, c'est la réalité. Beaucoup de boîtes dans le temps finissent par disparaître ou sont transmises et puis disparaissent. Soit elles achètent, soit elles sont rachetées. Ok. D'accord. Moi, je connais peu de boîtes qui ont continué en indépendante pendant des centaines d'années. Tu vis la transmission. Et quand tu as la Pour transmission... toi, la croissance, à un moment donné, va forcément passer par la croissance externe. Et ça peut être du long game. Mais si tu regardes au niveau groupes industriel, familiaux et tout ça, oui. au-delà des PME, mais même au niveau des PME, il y en a beaucoup qui disparaissent. Après, notamment après la transmission. Ouais, la transmission, c'est là où c'est fatal en général. Même si c'est sur le long terme, ouais, je vois ce que tu veux Voilà. dire. Donc finalement, l'événement de rachat ou l'acquisition, que ça soit moi la cible ou moi qui soit l'initiative, pour l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est, je trouve, assez commun. La question, c'est est-ce que c'est racheté avec une bonne valorisation ou racheté à la casse? Ah, ça, c'est l'autre grosse différence. Voilà, c'est vraiment donc des boîtes que moi j'ai repris Bouscapé qui a été mis en redressement judiciaire. C'est une super boîte et donc du coup j'ai vécu dans ma vie une acquisition de boîte qui était bien, qui marchait bien, et une acquisition de boîte qui avait des problèmes financiers. Donc t'as vu les deux côtés. Exactement. Mais c'est intéressant. Est-ce que Attends, tu... ouais, parce qu'il place juste, on a repris Bouscapé, faut préciser. Oui, mais il faut préciser, excuse-nous, oui, parce que c'est quand même important. C'est pas vrai. C'est pas un petit truc. Oui, c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, peux-tu dire un peu ce qu'est Bouscapé? Alors, on est à Abidjan, on est regardé par l'Afrique francophone, je pense que les gens connaissent bien Bouscapé, mais pour certains qui ne connaîtraient pas, et on va être aussi très très transparent là-dessus. En 2005, il y a un trio de personnes qui ont monté un super site sur la culture rap et sur la jeunesse qui s'appelle Bouscapé en France, qui existe depuis 20 ans maintenant, et ça doit être salué. On parle de la longévité des entreprises. 20 ans, c'est rare. Longévité des médias digitaux, c'est quand même extraordinaire, et qui est aujourd'hui le premier site sur la culture jeune en France, qui est au niveau d'audience avec le binôme de tête qui est Brut, Combini et Bouscapé. Waouh. Donc Bouscapé est au même niveau que Brut. On joue dans la même cour. On joue dans la même cour. Ça a été monté par Ahmad, Fif et Alexis. Et aujourd'hui, moi, je fais partie des associés désormais de Bouscapé parce qu'ils ont eu quelques difficultés financières, alors que c'est un super projet. Et qu'en 2024, ils ont décidé d'ouvrir l'actionnariat à de nouveaux repreneurs et que j'ai repris une boîte. Donc du coup, Bouscapé 1, comme on l'appelle, a terminé sa vie avec un redressement judiciaire et on a fait émerger le Phoenix. Bouscapé 2, qui est beaucoup des mêmes équipes, un projet qu'on est en train de définir. On parlera de tes projets que tu as initié après l'exit. Ouais, tout à fait. Donc déjà, ça montre mais juste pour, je reviens sur la taille de la structure donc de Darwin. Donc nous, je pense que quand on a été approché, c'était en 2018. Qu'on a commencé à être approché. Moi, j'étais pas du tout vendeur. J'étais pas dans une démarche de revendre la boîte du tout. Ouais, parce que vous aviez des clients de tout ouf. Marchait. Tout marchait. On était super. On avait eu un petit souci parce qu'on avait ouvert une filiale en Allemagne qui avait marché pendant 2 ans, puis qui s'était effondrée pour une histoire de mauvais recrutement. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé ça. Mauvaise gestion, mauvais recrutement, et puis moi incapable de gérer 100 partenaires à la fois, un développement financier, un développement de boîte en France et un développement en Allemagne. Donc j'ai pas su faire les deux de front. Donc la boîte en Allemagne s'est effondrée, et puis 2018 on a commencé à être rapproché par des acteurs du marché français, internationaux, qui s'intéressaient à une agence social media forte avec des clients de long terme. Vous avez qui comme type de client? Alors en 2018 quand on a commencé à être rapproché,
On avait Netflix, Spotify, Google, France Télévisions, Arte, sûrement PlayStation. On devait commencer à bosser avec Nike. Voilà, c'est les clients qu'on devait avoir. Donc, très très fort sur l'entertainment, à la fois France et à la fois à l'international. On gérait, je pense à l'époque, Spotify au niveau européen. En création de contenu social média. Donc, on avait vraiment une bonne hype. On était hyper visible dans la presse. On venait de prendre des prix internationaux de créativité et on était indépendant. Donc, on avait réussi l'exploit de monter une boîte. On devait être 70 salariés à ce moment-là. Nos bureaux, c'était 36 boulevard Sébastopol. Et on était très visible et donc très désirable avec des bons chiffres. Voilà. Donc, on arrivait à lier à la fois la profitabilité, parce on est profitable depuis le jour 1. Ah, là, day one. Ouais, donc on était dans la 7e année en 2018. On était à la fois profitable, visible, avec des marques qui intéressaient tout le monde, parce que la particularité de l'agence à ce moment-là, c'est qu'on avait un peu les GAFAM. Donc, on bossait pour Meta, on bossait pour Google, on bossait pour YouTube, pour Netflix. Donc, t'avais une marque nouvelle génération qui dépensait beaucoup d'argent dans leur marketing digital. Et on les avait dans des contrats, ce qu'on appelle cadres ou retainer, donc pluriannuels. Donc, tu avais aussi une espèce de valeur de se dire qu'une boîte t'achète pas seulement la marque, l'entité et les équipes, t'achètes aussi juridiquement des contrats long terme. Parce que tu veux pas acheter un contrat et le lendemain de l'achat, le contrat il est fini, et t'as arraché une coquille vide. Il faut reprendre. Ouais, donc nous, on avait un bon modèle. Où ils sont approchés, il y a une sorte de due diligence. Tout ça est analysé, quoi. Alors, tout ça fait partie de la valeur. Au moment où t'es approché, les gens ne savent pas de l'extérieur et ne connaissent pas ton business. Ce qu'ils voient, c'est une boîte qui marche. Est-ce qu'on parlerait pas à l'équipe dirigeante, au fondateur, pour voir si ça l'intéresse pas, s'il a pas besoin de gaz pour développer, s'il en a pas marre de la boîte, s'il a des ambitions particulières, s'il a des difficultés particulières, et si sa situation peut fitter, matcher avec nos besoins de développement. Parce qu'en gros, quand t'es un grand groupe français ou international, beaucoup de ton développement, t'es incentivé sur les points de croissance. Voilà. Donc les big boss sont drivés par la finance, c'est normal. Quand ils sont cotés en bourse, les enjeux d'acquisition et d'objectifs sont clés. Donc, une manière de faire ton chiffre, c'est d'acheter des boîtes qui font du chiffre. Voilà. Donc, je pense que nous, on était c'est très courant aussi dans ce secteur. Enfin, c'est un secteur très concentré quand même, la communication. Ça a commencé dans les années 70. Ça a été initié ce qu'on appelle le M&A, donc Merger and Acquisition, donc ce qu'on appelle la fusion-acquisition. Dans le secteur de la communication, ça a été commencé par un Anglais qui s'appelle Sir Martin Sorrell, qui se trouve est la personne qui a arraché ma boîte en 2020. Mais c'est lui qui a inventé ce modèle, qui a fait ce qu'on appelle des build-up d'entreprises. Il a fait ça pour notamment. Vous qui aimez les mangas là, c'est comme rencontrer je sais pas moi, l'original. Ah ouais, le Saint-Père. Le gars qui a inventé le concept de M&A, quoi. Donc, tu dois avoir une forme de traction, pour reprendre des termes de start-up, en termes d'image, en termes de chiffres. Donc, ce que moi, je pense personnellement, c'est la raison pour laquelle on a attiré des gens, c'est que très bizarrement, quasiment sur 2 mois, j'ai eu 3, 4, 5 demandes de rendez-vous qui étaient orientées sur cette question-là. Ah, en même temps. En même temps. Tu vois, sur un temps très court. Alors que moi, je n'étais pas demandeur. J'ai pas approché le marché, j'ai reçu. Donc, rétrospectivement, maintenant que je connais le game, je sais qu'il y a sûrement eu une note d'un analyste financier qui a dû rédiger une note à destination des directions d'agence en disant les agences sur lesquelles il faut investir en ce moment, c'est les agences digitales qui bossent de préférence avec les GAFAM. Si vous n'avez pas ça dans votre portefeuille d'activité, vous devriez investir là-dessus ou essayer de construire une offre. Construire une offre, ça prend plus de temps que de racheter une boîte si t'as de l'argent. Donc tout le monde, je pense, a lu les mêmes, pas les agences de notation, mais les acteurs analystes du marché qui ont dû dire bon bah ça c'est la tendance, c'est là où il faut aller. Donc comme tout le monde lit la même presse. C'est ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe parce que ça voudrait dire que même en tant que fondateur d'entreprise, quel que soit votre secteur, c'est intéressant d'avoir dans son réseau des analystes financiers pour savoir qu'est-ce qu'ils communiquent aux dirigeants du secteur. Exactement. Après, c'est aussi dans la presse spécialisée que tu le vois. C'est communiqué dans la presse spécialisée, mais là où tu peux être bon, c'est que si tu connais des analystes, tu peux placer ton nom. Ton nom va être top of mind. Donc, ils peuvent dire, vous devriez investir dans des entreprises qui font du social media de qualité pour des GAFAM, type et puis tu mets ton nom et quand t'es cité, bah du coup tu reçois des coups de fil. Je sais pas ce qui s'est passé exactement pour nous, mais c'est très probable vu la concentration d'approches qu'on a eu dans un temps aussi limité alors qu'on n'était pas actif et pas vendeur. Donc à ce moment-là, je reçois 1, 2, 3, 4 de demandes de déj ou demandes de petit déj par des confrères qui sont dans des grands groupes internationaux et moi j'y vais naïvement en disant bah moi ça m'intéresse toujours de connaître les confrères. Moi je suis pas dans une approche où je suis dans mon silo, même si tu veux faire mieux que les autres. Même si tu veux faire mieux qu'eux, c'est bien de les connaître, d'échanger les galères, d'échanger, et puis du coup de dire. Et puis moi j'ai aussi une approche, c'est
Étant à la tête à ce moment-là d'une agence digitale, mon point de vue, c'est même si on est concurrent sur les agences digitales, notre vrai concurrent, c'est des agences traditionnelles qui font des médias traditionnels, qui ont le gros du gâteau. Ouais. Et nous, on a plutôt intérêt à se serrer les coudes pour aller manger ensemble le plus gros gâteau que se tirer dans les pattes sur des billettes. Ouais. Donc j'ai un truc de collaboration très honnête Ouais, que avec, tu vois. avec les autres où je suis là, mais marchons ensemble, tu vois. Ouais. Ça nous permet aussi d'échanger quand il y a un appel d'offres par un client qui est, tu vois, peut-être pas hyper clair, un peu opaque sur les éléments. Bah au moins on s'en parle, on se dit bon bah moi des informations que j'ai, ça sent pas très bon, donc moi je vais pas y aller. Ce qui fait que toi tu vas peut-être pas y aller, tu vas peut-être économiser du temps. Donc moi je trouve ça plus vertueux pour tout le monde d'élever, De se parler. Ouais. de se parler, d'élever le niveau général de l'écosystème qui a des intérêts communs, Yeah. que de se tirer dans la patte en disant ouais il a perdu donc tant mieux pour moi. Moi je trouve c'est un peu court-termiste. Donc c'est mes confrères m'appellent, j'y vais parce que je suis dans cette démarche là de dire oui Ouais. à des confrères concurrents compétiteurs comme on dit. Et donc du coup j'entends des questions comme j'en ai pas eu avant. C'est alors qu'est-ce que vous faites comme chiffre, c'est quoi les projets, ou est-ce que tu vois, genre, Allez, comment tu fais comme chiffre, c'est un peu bizarre. Ouais. Ah, là, c'est un peu spécial. Tu fais, Ouais. non, tu dis ah bah ok. Donc j'ai eu ces rendez-vous là tous en même temps et en fait un des éléments je pense qui m'a le plus aidé dans ma vie entrepreneuriale, c'est que étant à ce moment-là un jeune entrepreneur qui avait pas monté de boîte précédemment, qui devait gérer une croissance importante, je m'étais entouré d'un board de conseillers. Et il se trouve que dans mon board de conseillers, 4 des 5 conseillers avaient vendu des boîtes. Et quand je leur ai rapporté ça, Alors, tu avais fait ça intentionnellement ou c'est un hasard? non, c'était un hasard. Parce que dans la vie des entreprises, soit t'es acheté, soit t'es racheté. Donc ceux qui ont, tu as pris que des gars qui ont vécu longtemps dans le game, donc ils ont forcément déjà expérimenté ça. Donc, quand je suis arrivé dans cette situation-là, je me suis pas retrouvé genre, je me suis retrouvé comme quelqu'un qui ne connaissait pas la situation, mais avec des référents à qui je pouvais dire, c'est bizarre, on m'a beaucoup approché en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont dit, bah, les gens veulent racheter ta boîte, tu devrais regarder et tout. Et moi, j'ai dit, mais je suis pas vendeur. Regardez la croissance qu'on va faire encore l'année prochaine. Quel est l'intérêt d'aller dans ce processus-là? Et ces sages m'ont dit, tu n'es peut-être pas vendeur aujourd'hui, mais structure-toi, prépare-toi, et sois curieux, toi qui es curieux naturellement, sois curieux de ce process-là, parce que même si c'est à long terme, c'est une compétence qui est intéressante à avoir. C'est ce que je pense aujourd'hui en tant qu'entrepreneur qui a fait un exit. C'est que je pense que toute cette démarche-là d'acquisition, de revente et ensuite d'intégration dans une nouvelle structure est hyper intéressant parce que c'est très très commun. Donc donc on bâtit une stratégie avec eux qui est sur dis-leur que tu n'es pas vendeur parce que ça te rend encore plus attractif. Première étape, dire que tu ne veux pas vendre. Bon, et il se trouve que c'était aussi la vérité, mais en termes stratégiques, c'est bien de dire que t'es pas vendeur parce que t'augmentes ta désirabilité. Et t'as plus de leverage dans la négociation parce que Exactement. forcément ils savent que t'as le temps. Voilà. Et en même temps, prépare-toi, c'est-à-dire choisis une banque d'affaires. Une banque d'affaires, c'est un peu comme si tu es propriétaire d'un appartement et que demain tu veux le vendre, tu peux décider de le vendre tout seul sur les sites en disant à tes amis, ou tu peux faire appel à un broker, à un courtier qui va faire le travail, le réseau et te présenter que des offres sérieuses. Et donc ils m'ont dit voilà, c'est important pour toi de te faire accompagner par une banque d'affaires et de préparer le projet même si ça va pas où. Tu vois, mais au moins tu seras prêt. Et en fait, ça a été hyper intéressant parce que j'ai fait un appel d'offres pour rencontrer différentes banques, j'ai fait une formation en France pour comprendre comment marchait le M&A. Je savais quels étaient les critères et tout. Je me suis... Donc, toi, quand t'es curieux, t'es pas curieux à moitié, quoi. Au cas où c'était pas encore clair, là t'as un bel exemple. Intéresse-toi au truc, il a pas lu un article. Il est parti se former. T'as fait un appel d'offres pour banque d'affaires. T'as pas dit est-ce que le pote d'un pote... Non, j'ai vu 4 ou 5. Et pareil, sur les conseils de mon board, ils m'ont dit vois des gens différents. Donc, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que tu vois, je vais le citer, je suis allé voir Rothschild. Je suis allé voir Rothschild. Tu sais, Naïf, t'es là. Bon, moi, je cherche une banque d'affaires. C'est les plus gros, le Rothschild, Lazare. En plus, j'ai été à l'école avec quelqu'un, il m'a reçu. J'ai vu la taille de la moquette, très, très épaisse, dans le 8e. Et ça m'a permis de comprendre que si j'allais en affaires pour un des projets potentiellement les plus importants de ma vie, à savoir la cession de ma boîte, revendre ce projet que j'ai monté, il fallait que je travaille avec des gens avec qui j'avais une forte compatibilité et affinité. Et en fait, j'ai choisi quelqu'un qui était un entrepreneur, plutôt de ma génération et digital. Et j'avais besoin de quelqu'un qui je pouvais être à l'aise dans... tu pars à la guerre, en fait. Ouais. Si tu vas dans un chemin de vendre ta boîte, tu pars à la guerre, quoi, avec aucune certitude à la fin que tu vas la vendre. Et surtout, un risque très important que j'ai dit là pour tous ceux qui, un jour, iront dans ce process-là,
c'est un processus qui peut être très long, qui est émotionnellement très chargé, Ouais. parce que tu te dis que tu vas vendre, puis que tu vas pas vendre, voilà, qui prend beaucoup de temps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu te défocuses du business, Ah ouais. parce que tu es occupé sur un sujet qui devient prioritaire. Tu te défocuses du business, qu'est-ce qui se passe? Le business descend. Le business descend, et donc du coup, même si tu vends à une valeur Moins bonne. moins bonne. Aïe. Donc, l'intérêt de la banque d'affaires, c'est aussi d'avoir un partenaire qui va pouvoir prendre en charge une partie de ce travail-là, qui est important, qui est fondamental, pour que tu puisses rester focus sur ton business, continuer d'atteindre tes chiffres, continuer d'atteindre tes paliers, et pas être un peu au four et au moulin et faire mal les deux. Donc, du coup, moi, j'ai choisi quelqu'un, D'autant plus, toi, t'as pas d'associé. 100% du capital, pas d'associé. Voilà. T'en Donc, as jamais parce eu, que parfois, tu peux voir dans des équipes quelqu'un qui a peut-être Une appétence. une appétence. C'est possible, moi, c'était pas mon cas. Donc, en gros, j'ai choisi banquier d'affaires avec mon DAF. Personne n'était au courant dans la boîte, par moi et mon DAF Philippe. Et donc, du coup, on a fini par choisir un banquier d'affaires qui avait une trentaine d'années, qui avait déjà fait des deals dans les médias et dans le digital, qui comprenait du coup ce qu'on faisait. Parce que si tu dois m'aider à vendre, Faut que tu comprennes qui c'est peut être mieux que tu intéressant. comprennes, voilà. Donc, on a fait ce travail-là. Moi, je leur ai dit d'emblée de jeu, je veux pas rejoindre une boîte française. Ah. Parce que mon ambition, elle était internationale. Et que j'avais cette crainte de dire, si t'es absorbé par une boîte qui est déjà en France, même si t'es 80, 90, 100 salariés à ce moment-là, tu seras broyé par une machine. Il faut savoir, et ça c'est une triste nouvelle quand même, que une intégration, donc une fusion sur deux se passe mal après Bien sûr. le projet. Donc tu vois, t'as quand même une réflexion que tu dois avoir sur, ok, je choisis l'argent, quelle est la valeur qui m'est offerte financièrement, en termes d'action, en termes de projet, mais aussi, est-ce que ça marchera bien pour moi et les équipes dans les 2, 3, 5 ans Et où t'es forcé de j'ai rester. vu que les anglo-saxons ont plus cette appétence à j'achète une entreprise, mais je la garde. mais elle garde son identité, sa marque, là où la mentalité dans le business français, c'est juste tu rejoins le groupe et tu viens sous le pavillon, sous l'étendard. Ça dépend, tout est négociable. Il y a vraiment toute forme de deal, quoi. Nous, il se trouve qu'on a été racheté par une boîte anglaise, anglo-hollandaise, et qu'on a changé de nom. On a repris le nom. Et moi, j'ai trouvé ça normal aussi d'un point de vue marque et d'avoir une marque homogène, quoi. Mais donc, du coup, en termes des éléments qui étaient nécessaires, c'est un chiffre significatif. Parce qu'en gros, il y a un peu une limite de, est-ce que tu fais plus ou moins de 10 millions de Voilà. marge? Je veux savoir, est-ce que tu as un milestone pour T'as un le milestone. peuple? T'as avant, après 10 millions. D'un point de vue business, d'un point de vue de banquier de d'affaires. marge. Ouais. S'il T'es pas vous dans la plaît. même, t'es pas dans la même gamme, c'était au-dessus de 10 millions, moins de 10 millions. Attendez, là je suis perdu. Pour le peuple, c'est 10 millions de chiffre d'affaires ou 10 Non. millions de Non. profit? 10 millions de profit. marge de profit. Ah, non, non, Wallet ne parce que- parle qu'en profit. Ouais. Il parle jamais en... Tu parles Je vraiment parle pas en- je parle pas en chiffre d'affaires. Alors, ça, quoi? Alors, cher ami, il va falloir déjà que tu nous expliques ça parce que c'est, sache que, bah, alors, je sais pas si c'est qu'en Afrique, mais j'ai quasiment jamais vu ça. Bah, en fait, je trouve que si je veux évaluer en 2 secondes juste une data en disant je fais tant de chiffres, si tu me donnes le chiffre d'affaires, tu me dis je fais 1 milliard de chiffre d'affaires et que tu as 900 millions de dépenses, bah en fait ta boîte elle fait 100 millions. Ça fait 100 millions. C'est pas la même chose, elle est 10 fois plus petite ce que tu m'as annoncé. C'est très bien, hein, mais je trouve que c'est une notion qui est biaisée. Alors qu'en gros, si tu fais 10 millions et que tu as 1 million de coûts, c'est-à-dire que 90% De ce que tu de fais. ce que tu génères bah, dans ta poche. Et j'ai envie d'investir dans ta boîte. Ah! Parce que je me dis que tu as un potentiel, enfin, que tu as une maîtrise des coûts, Oui. une profitabilité qui est extraordinaire. Donc je trouve que Mais ton point, c'était de comprendre ça ou de comprendre comment on arrive à ce genre. Non, déjà, je voulais la que, définition. voilà, la définition, ok. et surtout parce que je pense que beaucoup de gens que t'as remarqué dans la tribu nous ont demandé ça. Parce qu'il faut que tu saches, on a aussi une tribu de Telegram. En fait, au moment qui est Ouais, revenu ouais, d'ailleurs, qui est qui n'est plus plus sur Telegram. Telegram, d'ailleurs. C'est celle qui sera indiquée juste sur mes doigts là. Voilà. Exactement, t'as tout capté, voilà. On se sert tu de toi pour connais. faire des sous. On connaît Ben les oui. connaisseurs. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu, c'est dans la description juste en bas. À très vite.
Tribe, vous avez raté cet été. Ne vous inquiétez pas, on vous réserve un numéro spécial rentrée. Comme d'habitude, vous retrouverez un récap des épisodes du podcast, tous les épisodes du mois d'août. Vous retrouverez également des sujets de discussion, éducation, banque privée, préavis, démission et même l'art de la rupture. Vous retrouverez une avalanche de sujets Congossa Business à ne pas louper parce que ça ne manque jamais. Aussi la tribu qui n'est jamais avare de partage, de tips et même d'offres d'emploi a partagé énormément d'infos cet été. Vous retrouverez également l'actualité de la tribu entre Chef Cécile, future étoilée qui fait bouger Washington avec ses événements, Brice Kwao, expert en BRVM qui fait un épisode masterclass dans le podcast des Librons, Guillaume Yeboué qui rencontre le ministre de la Construction en Côte d'Ivoire pour la sortie de son livre et plein d'autres, on vous en passe. La tribu n'a pas chômé, on vous l'a dit, au taquet pour la rentrée. Vous retrouverez un profil spécial rentrée, on vous réserve la surprise. Aquaba, Lydie, Gervais, Johan, Michael, Priscilla, Linda, Chatou, Richard, Valérie Koulibaly, Queen Valérie, Fusco, Adèle, Julie, Muriel et Kwame. Aquaba dans la tribu la plus chic. Vous nous avez manqué, on espère que vous êtes contents de retrouver la Gazette. On vous dit à jeudi. Bye guys. Et en fait, cette tribu nous avait posé une question en disant qu'ils voulaient qu'on rentre un peu plus dans la technicité. Ouais, qu'on fasse plus d'épisodes techniques. Sur les profits, les marges. Ouais. Et ce qui était choquant, c'est que là, tu as dit 10 millions. Moi, dans ma tête, j'ai entendu 10 millions de chiffre d'affaires. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Et je pense que je suis pas le seul. Il y a pas beaucoup de boîtes qui font plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Ouais, oui. Mais même, alors, 10 millions de profits, honnêtement, moi, par exemple, de tête, je ne crois pas en avoir croisé beaucoup d'entrepreneurs qui font 10 millions de profits. Non, mais tu fais bien de faire une pause à ce moment-là parce que c'est, enfin, même toi, je sais pas, dans les entrepreneurs que tu as rencontrés, enfin, dans quelle sphère étaient ceux qui réalisaient ce genre de performances et quand vous réalisiez ces performances, est-ce que pour vous, vous étiez tête dans le guidon en disant, bon, c'est bien, on avance, ou alors, non, mais quand même. Non, je te jure. En fait, tu vois, déjà, non, mais n'allons pas loin. Même 1 million de profits, enfin, moins de 10 ans d'existence. Ouais. 1 million de profits, 1 million de profits. T'as pas célébré, genre. 2, 3, 4. Ça t'a pas marqué? Franchement, non. Parce que ma perspective, elle était, c'est une histoire de projet, de vision. Moi, mon ambition, c'était d'être le meilleur dans ce que je faisais. C'est ça, mon ambition. Donc, ma cible, elle était pas financière. À aucun moment, j'étais dans une réflexion de cible financière. Je voulais juste payer les gens, payer les loyers et être confortable pour pouvoir investir dans ce qu'on voulait investir. Mais l'ambition, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler, c'est que mon ambition, c'était d'être le meilleur dans ce que je faisais. Donner le meilleur de moi-même, m'entourer de mes meilleures équipes pour avoir les meilleurs clients et faire les meilleurs projets. Et l'argent est venu après, en fait. Donc, du coup, moi, mon indicateur, c'était plus, est-ce qu'on fait du bon taf? Est-ce qu'on fait de la bonne qualité? Est-ce que ce qu'on fait est exceptionnellement bon? Parce que les gens sont prêts à payer pour l'exceptionnellement bon. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont prêts à payer pour l'exceptionnellement bon et te faire des contrats pluriannuels pour de l'exceptionnellement bon. Donc moi, j'avais plutôt un KPI référentiel et une ambition personnelle qui était de me dire, est-ce qu'on est vraiment fort dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on a vraiment les meilleurs clients? Est-ce qu'on les tient vraiment longtemps? Donc 10 ans de Netflix, hein. Ah, t'as eu 10 ans de Netflix en client. 10 ans de Netflix, 12 ans de France Télé, 15 ans d'Arte, enfin 15 ans peut-être pas, on a commencé à carter en 2008 et on les a encore en 2008. Ouais, en 2008 et là en 2024, ouais, ça fait 16. Donc donc moi mon indicateur c'était plutôt celui-là. Donc en tout cas ce qui me faisait lever le matin, c'était pas ça. Donc c'est une faiblesse je pense pour un entrepreneur de pas avoir cette notion forte des chiffres. Moi je l'ai appris tardivement. Et la chance que j'ai eue, c'est que comme la boîte marchait très bien, j'ai pas eu à me préoccuper de ça, sauf au moment où j'ai 100 000 euros qui ont disparu de la boîte parce qu'on m'a volé de l'argent. Mais mais voilà, ça c'est encore une autre partie dont on s'en reviendra dessus. Ça c'est intéressant, ça. Voilà. Mais du coup, j'ai eu la chance d'être accompagné par des adjoints, des directeurs généraux qui géraient vraiment la finance et les chiffres pour que je puisse me concentrer sur la qualité du produit, quoi. Parce que grosso modo, quand un projet vous coûtait 1, vous vendiez à combien? C'est compliqué de le dire parce qu'en fait, tu as des achats externes de la masse salariale. Oui. Je veux dire, si tu inclus la masse salariale. En gros, est-ce que tu prices avec la masse salariale? Non, je priceais pas avec la masse. Je pense que le point principal, c'est ça. Comment il a l'air de réfléchir,
Non, tu prices avec le Mais matériel t'es parce qu'en obligé, gros, tu définis ce qu'on appelle une rate card. Donc, en fait, chaque profil a un coût. Donc, si tu me coûtes, toi, 3 000 € par mois, plus les coûts de structure, plus les charges, bah, voilà le point mort et voilà ce qu'on va te charger par rapport au marché. Et donc, du coup, basé sur ces coûts-là, tu définis le coût du projet. Donc, un tel va passer 5 jours sur le projet. Je vais peut-être en vendre 5 jours et demi ou 6 jours parce que tu as un peu de buffer, parce que tu as toujours des dépassements ou quoi. Ensuite, ça te permet d'avoir ton pricing. Mais ton pricing, enfin, je suppose que vous aviez mis un outil automatisé où vous rentrez des données. Ouais. Donc, il te sort des éléments. Il te sort des éléments de rentabilité. Mais derrière, tu vois le taux de rentabilité espéré. Ouais, moi, on est entre 15 et 25%. D'accord. Voilà, donc net, sur un euro, quoi. Là, c'est net. Exactement. D'accord. OK. Après, il faut respecter ce qu'on a mis dans la théorie, dans l'Excel. Exactement. C'est là où le... OK. Et après, je pense que l'autre raison pour laquelle moi, je regarde sur tu dis quoi? T'es perdu? Je suis choqué, je suis encore débordé. Mais vas-y, je t'en prie, sur continue. le chiffre d'affaires, c'est qu'en fait, dans mon secteur de communication, tu peux avoir de l'achat média. Oui. Et l'achat média, c'est... Alors ça, c'est de la gestion. C'est la gestion, donc en mais gros, tu prends quand même une... Tu prends une commission, mais c'est-à-dire qu'en fait, si je fais 10 millions de chiffre d'affaires et beaucoup d'achats médias, c'est-à-dire beaucoup d'achats externes qui sont de la publicité sur Facebook, sur Meta, sur YouTube, bah, il te reste pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est pas un indicateur réel de l'argent que tu fais vraiment rentrer dans ta boîte. Mais ça, même nous, on l'a sorti même du CA parce que je trouve que ça te donne l'impression, tu vois, un client peut te donner 500 000 € en disant oui, mettez sur Facebook. Mais si tu mets ça dans ton chiffre d'affaires, c'est pas... C'est foutu. C'est faux. Oui, c'est pas du vrai chiffre. Et comptablement, c'est faux en plus. Tu vois. Parce que c'est vrai que ça, l'achat média compte pas comme ton chiffre d'affaires, normalement. Tu factures. Si. Ah ouais, tu pourrais. Tu peux faire les mecs peuvent te dire, j'ai un budget de 100 000, prenez, et ensuite, tu vas c'est toi qui à l'intérieur il y a des entreprises qui font que ça. Après, il y a des clients qui, parce qu'ils te donnent beaucoup de fees, ils vont pas trop accepter que tu prennes trop de marge sur leur achat média. Mais après, bon, tu le prends. Mais c'est très dangereux, je pense, de mettre ça dans ton CA et de présenter CA, mais tu peux le présenter après dans le monde extérieur comme en tout cas mes clients me donnent tant à gérer. Oui. Ce qui est aussi un gage de confiance et de sérieux, quoi. Mais je suis dépassé. Du coup, tu as dit. Donc je reviens sur ta phrase d'avant, c'est genre en gros en termes de vente, t'as où tu fais plus de 10 millions de profits ou t'en fais moins. Ah oui, il y a 2 ligues. Parlons de la ligue en dessous du coup, parce que nous en dessous de 10 millions, parce que toi tu étais dans la ligue au-dessus de 10 millions de profits. À ce moment-là. Mais tu veux dire, il y a 2 ligues dans la manière dont les... Ah, en 2018. Ouais, déjà. Donc, on a continué de croître jusqu'en 2025, tu vois. Oh, Seigneur. Jusqu'à 15, je crois. Jusqu'à 15 millions de profits. En fait, la partie qui, moi, m'épate, c'est genre, bon, ok, on va revenir là-dessus, mais juste, mon cerveau a du mal à absorber 10 millions de profits. Si vous suivez jusqu'au bout, Walé nous dira également quel multiplicateur a été appliqué pour savoir combien il a vendu. Personnellement. C'est ça. Parce que sachez que la vente est un multiplicateur de ton profit. De ce profit-là. De l'EBIT. Ouais. Oui, de l'EBIT. Oui, il y a déjà un peu au-dessus. Un peu en dessous, quoi. Un peu en dessous, mais bon. C'est l'EBIT. Sachant qu'il a 100% de la boîte. C'est beau. Mais moi, mon point, c'était quand même, alors ce que tu dis, c'est que, bon, les gens qui sont en dessous de 10 millions, en fait, tu vas dire que la vente pour eux, c'est très simple. Non, je sais pas ça. Je connais pas. Je saurais pas dire parce que c'est pas le processus que j'ai fait. Tu lui poses des questions du petit peuple. Mouna, il respecte l'invité quand même. En fait, je te jure, c'est tellement... Mais déjà, non, mais pour reprendre, parce que tu as dit, c'est le banquier d'affaires qui t'a fait comprendre ça? C'est les banquiers d'affaires que j'ai vus. Ok. Que j'ai vus en me disant... Eux, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Exactement. Ok. Bon, commençons par le haut. Fais-nous rêver. Qu'est-ce qui, quand il te dit ça, qu'est-ce qu'il cherche à te dire? C'est-à-dire, quand tu es au-dessus des 10 millions, ça veut dire quoi? C'est différents types d'entreprises qui peuvent s'intéresser à toi. Exactement. Déjà, c'est pas tout le monde qui peut t'acheter. Exactement. Je pense que ça veut dire que eux, ils savent que vu leur coût, ils peuvent rentrer dans le budget de l'achat. Exactement. Ils rentrent, ça a du sens pour eux. Le banquier d'affaires. D'accord. Qui te dit en dessous de 10 millions, moi, j'y vais pas. Ah, ok, oui, parce que lui aussi, il faut qu'il gagne dedans, oui. Et donc, il se dit, bon, bah, vu mes coûts, si t'es en dessous de 10 millions, ça sera pas rentable pour toi et moi, je les retrouverai pas. D'accord, ok. Voilà, donc, il te dit, je suis une banque trop grosse pour toi. Ok, donc on peut imaginer qu'à moins de 10 millions, déjà, tu vas avoir un autre type de banquier d'affaires. Exactement. Plus petit, plus boutique. Ouais, voilà. ok. Donc, c'est ce que j'ai compris. Donc, j'ai appris ça chemin faisant. Et ensuite,
tu vois le temps qui est passé. C'est aussi un investissement de temps, donc les ressources que tu as disponibles, ce que tu dois faire toi-même, ce que tu fais produire par les banquiers d'affaires. Et plus t'es gros, plus t'as des gens pour produire et produire vite, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, tu définis un pourcentage qui est c'est assez intéressant parce que eux sont incentivés sur ton succès. Donc je crois que j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est peut-être 3% au-dessus d'un certain montant, en dessous d'un certain montant, au-dessus 3%. Ils prennent un demi-point par échelon supplémentaire. Ouais. Donc on est skill in the game. Donc on est ensemble, on va dire, pour parler d'Abidjanais. On est ensemble pour te dire on a envie de vendre le maximum. Donc eux ils ont cet enjeu-là. Toi tu veux vendre le maximum évidemment, mais dans un projet qui a du sens avec Pour ta toi. vision. Ouais, Donc c'est ça qu'il faut quand même garder en ligne de mire, c'est que tu veux effectivement aller dans un projet de M&A, mais il faut que c'est du sens pour toi, que tu prennes du plaisir, que ce soit intéressant pour tes équipes, que tu perds pas tous tes clients en faisant ça. Parce que tu choisis un mauvais partenaire, tu peux perdre des clients. C'est game over. Ouais. C'est game over, donc tout ça se produit. Donc moi, je suis dans une approche, je suis pas vendeur, mais je fais tout ce travail-là. D'accord. Et la réalité du travail, on va se dire aussi, c'est deux choses. C'est de structurer ta boîte pour qu'elle soit propre. C'est de ce qu'on a dit, habiller la mariée, préparer la mariée. C'est-à-dire, en fait, tous les contrats juridiques, ils vont être scannés par tes acquéreurs possibles. Donc avec clients, prestataires. Clients tout. internes, déjà. Ah oui, déjà, oui. Tes salariés. Si t'as des contrats, c'est un peu bancal, et lui, il y a un risque de prud'homme pour lui. Lui, il y a un risque qu'il te demande ses heures sup pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que c'est 200 000 euros qui sont moins dans ta valorisation. Ouais. Tu vois, donc, et puis ça montre aussi ta rigueur. C'est un peu comme une maison, quand t'arrives et tu dis, les fondations, là, elles sont pas terribles. Ouais, bien sûr. C'est Tu là- peux reprendre ça. Ouais. Ouais. C'est beau, hein. Les gens, ils aiment bien et tout, mais quand tu regardes un peu les fondations, que c'est bancal, t'as pas envie d'y aller. Donc, Bah oui. ils regardent les fondamentaux de la boîte. C'est-à-dire, en fait, tes chiffres, tes contrats clients, tes contrats salariés, ton passif, si t'as eu de bancaire, quoi, si t'as eu des dettes, pas de dettes, comment tu gères, ta trésorerie, évidemment. Comment est-ce que tu gères ta trésorerie? Est-ce que t'es une boîte qui est BFR hungry, enfin, tu vois, qui est capital hungry ou pas? Ton projet de développement. Et qu'est-ce qu'il regarde d'autre? Tes personnes clés. Voilà, parce qu'en gros, moi, j'avais identifié, on était 5. Dans mes équipes, j'avais identifié 4 personnes clés en disant, moi, je pense que pour atteindre les objectifs de développement que je veux m'assigner et que vous m'assignerez, j'ai besoin que ces personnes-là restent. Donc, j'ai fait pour elles un plan de rétention. Donc, j'ai pas donné d'action, mais j'ai fait des incentives sur les années en disant, voilà, plus vous restez dans le projet, plus vous gagnerez d'argent. Calqué sur le mien. Donc, on était ensemble. Donc, c'était une manière de réintéresser, de réassocier. Ces 4 personnes-là. Temporairement, c'est mes personnes clés. Et pourquoi ça n'a jamais été jusqu'aux actions? Parce qu'au moment où ça s'est fait, c'était trop tard. Soit t'es déjà en train De réfléchir à vendre. de réfléchir à d'accord, vendre. ok. Donc tu vas pas, et puis surtout, tu vas pas dire à ton repreneur potentiel, attendez, il faut qu'on fasse un plan de reprise. Oui. Au moment où tu es en train de... Oui, ça tu fait tellement de complexifies le boulot. deal, en Ouais. fait. Tu complexifies le deal. Alors que là, t'as 100% du capital, tu rachètes tout, puis après, on s'arrange entre nous sur les incentives. C'est partagé avec eux, donc ils savent que l'année 1, si on touche, Si tu gagnes, si tout tu le monde gagnes, il y a gagne. tant de masse salariale pour tes équipes qui partiront, tes personnes clés. Donc tout ça, c'est structuré, planifié. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est regardé très étroitement? Genre, tu sais, je vais dire une bêtise. Si t'as pris des locaux pour 10 ans, Ouais. tu vois, t'as pris des locaux pour 10 ans, et que eux voulaient te transférer dans un autre pays. local, Ils doivent le dans un savoir, autre pays, oui. ou dans un autre pays ou dans un autre local, ils ont besoin de le savoir parce qu'ils disent peut-être, ça c'est l'économie de coût qu'on aimerait bien avoir. S'ils regardent que le contrat fait 10 ans, C'est un peu chiant. ça embête. Ah ouais, donc tu analyses tout ça, quoi. Mais toi, pense à toi le jour où tu veux. Mais racheter c'est une ton boîte. banquier d'affaires qui fait ça? C'est toi qui lui fournis les éléments. Ah Donc, oui. t'as ce qu'on appelle une data room où tu remplis Toutes les infos. toutes les informations, tout l'historique des contrats. Tu vois, parce qu'ils ont envie de se dire, OK, si t'as signé il y a 6 ans un contrat qui dit que tu lui donnes 100% de tes revenus pour les 10 prochaines années, ils ont besoin de le savoir. Ça a besoin d'être formalisé. Donc, et tu remplis ce qu'on appelle une data room, donc c'est un espèce de document, de dossier partagé Ouais. où tu remplis tous les éléments. Donc ces trucs-là, tu dois les retrouver, les avoir, les numériser, les mettre à disposition, les traduire quand c'est un deal international. Donc mes contrats de travail sont en français, donc tu dois t'assurer que tout est fourni. Et ensuite, tu fais les rendez-vous de séduction. Donc, juste pour reprendre le chemin, donc je suis contacté par ces personnes-là. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas vraiment les acteurs avec lesquels je veux me marier.
Ah, intéressant. Parce que ça me plaît pas, parce que c'est français, que j'ai l'impression qu'on va être broyé, qu'il n'y a pas de vision internationale, que moi j'ai envie, si je veux rentrer dans un projet d'acquisition, c'est que je veux travailler pour des gens qui ont une vision internationale, qui me feront grandir. Mais t'apprends dans ces rendez-vous, je suppose. Exactement, T'apprends énormément. Sur toi, Ouais. sur eux, sur comment ça fonctionne. Et ensuite, du coup, ce que tu fais, c'est génial. C'est tu fais une liste de personnes à qui t'aimerais rentrer en affaires. Donc là, moi, je fais ma liste en me disant, mais Wyden et Kennedy, les mecs qui font les pubs Nike depuis 20 ans, les plus belles pubs Nike, c'est une agence qui est à Portland, qui est à Amsterdam, qui est à Londres, mais qui n'est pas à Paris. Ils ont Meta comme client, ils ont Netflix comme client, ils ont Google comme client. Je me dis, bah, si on a 3 clients communs et que vous n'êtes pas à Paris, peut-être ça vaut le coup qu'on se parle. Parce que moi, je pourrais être votre bureau entité. pareil. Et dans ce cas-là, pas de souci pour changer de nom. Si je deviens Wyden and Kennedy France, pour mon secteur, c'est une super histoire. C'est une super histoire. Donc, tu fais ta liste de rêves. Là, c'est le moment où tu te prends au jeu, là. Bien Tu sûr, commences mais à... Là, c'est sympa. Là, tu rigoles, t'es bien, là. C'est intéressant. On dirait un jeu vidéo. On dirait un jeu vidéo. Donc, la data room, c'est pas drôle, mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool, non? En fait, c'est la liste pour le Père Noël. Tu sais, Ouais. en vrai, vas-y, fais ta liste. Ouais. T'as 5 ans, tu fais ta liste. Ouais, je veux un éléphant bleu. Vas-y. Tu fais ta liste de trucs incroyables. Et tu sais que ton banquier va les contacter pour voir si c'est possible. Ok. Et Ah donc, ouais, du faut coup, avoir un bon... Ouais. Donc, moi, je fais ma liste. Je fais mes recherches. Je regarde qui est hot, dans quel territoire, qui a du sens. Lui, il fait une liste aussi pragmatique en disant, je sais que dans le secteur, eux font des acquisitions. Ouais, un peu plus Voilà, pragmatique, j'ai ouais. compris tes critères et je les respecté. Je propose des choses qui ont du sens, des choses auxquelles tu n'as peut-être pas pensé, tu vois. Et on confronte les deux listes et on fait ce qu'on appelle un document anonymisé que tu envoies à ces personnes-là. Donc moi je le fais pas, c'est le banquier qui le fait parce que ça prend du temps. Pour leur dire, il y a telle boîte qui est intéressée. Anonymisé, qui a tel client, qui fait tel chiffre, qui a tel staff, qui a tel crédit, qui est dans tel territoire et qui pourrait être intéressé par entrer dans des discussions avec vous. Ah, et c'est comme ça que tu les rencontres. Voilà. Et donc du coup, eux, ils ont des services financiers ou acquisitions. Ouais, ils ont des Des types de anciens, M&A, c'est de des corporate M&A, dev. M&A, exactement. Et en fait, si ça match, on se dit, ok, bah, on est intéressé par nous. Et donc là, tu fais un call et donc c'est génial. Donc j'apprends par exemple que Wyden and Kennedy, les mecs qui font les plus belles pubs Nike depuis 25 ans, te disent, nous, dans nos statuts, on ne fait jamais d'achat. T'es dit, ah ok, bon, bah, je savais pas. bah Donc ouais. c'est ce deal ne pourra jamais se faire et ne rachèteront jamais de boîte. Parce que statutairement, ils veulent rester indépendants toute leur vie. On ne peut pas les racheter. Elle peut pas aller en Mais, bourse. mais quand t'achètes, tu restes indépendant. Je sais, mais en fait, dans leur statut, c'est un espèce de schéma Ouais, double où ils veulent ni acheter des filiales, ni être rachetés. D'accord. Indépendance totale. S'ils doivent ouvrir dans des territoires, ils le font en propre. Donc tu découvres, ce qui est intéressant, c'est que tu découvres une nouvelle vision du business auquel t'as pas pensé, quoi. Mais en restant focus sur ton Mais ils ont quand même fait le call. Ouais, tu fais le goal ou t'as un mail, voilà. D'accord. Je sais pas, nous on avait une liste de 100 personnes, de 100 Ok. contacts. Ah, parce qu'il en faut beaucoup. Et c'est là où je me pose la question de est-ce que être en Europe n'était pas quand même quelque chose de significatif? Parce que je me rends compte que si beaucoup de boîtes africaines, bon, en admettant qu'elles arrivent à tes chiffres, se posent la question, peut-être qu'elles n'auraient pas une liste aussi grande d'acheteurs potentiels. Bah, déjà, c'est eux qui font c'est nous qui faisons la liste. Oui, c'est ça, mais toi, t'avais beaucoup de... Oui, mais attention, Non, tu peux mais être on en va- Afrique et vendre à quelqu'un qui n'est pas Oui, en oui, Afrique. Ouais, exactement. En fait, je pense que ce qui peut être intéressant pour les entrepreneurs et entreprises africaines, c'est que comme c'est un continent qui donne parfois l'impression d'être difficile de pénétrer et de réussir, si t'es quelqu'un qui a réussi ici, t'es intéressant. T'as fait toute la difficulté. Toute la difficulté, tu l'as battue. Ouais, mais du coup, ça m'amène à, il faut qu'on aille dans la partie technique maintenant. Comment on arrive à 10 millions de marge? Ah, on a fini là? Non. ok. Non, parce que Non, mais- la vente, je sais qu'on peut passer des heures là-dessus, mais je sais que les gens qui nous écoutent, la partie qui est souvent le plus dure, c'est que très peu d'entre nous arrivent jusqu'aux 10 millions. Ouais, je comprends. En fait, si tu Ouais, veux les mais 10 là, millions de marge, tu vas quand même te faire insulter parce que on va dire tu l'as coupé au... mais en fait, ils vont quand même m'insulter, mais moi, je fais ça Il aussi se fait pour moi. toujours insulter Je pour te ça. jure. Mais parce que je me dis, objectivement, la partie où je pense aussi, la partie vente, je pense que oui, comme tu dis, quelqu'un qui arrive à ce niveau de problème, enfin, ce niveau d'intérêt, c'est passionnant. Mais ce que je te propose, parce que moi aussi je voulais arriver là-dessus avec, en commençant sur la question, il a dit, son KPI, c'était, il fallait être excellent. Ouais. Voilà, excellentissime. Et je pense que c'est ça qui l'emmène après faire. à pouvoir facturer. Donc, je pense que ce serait intéressant, effectivement. Day one, qu'est-ce que tu mets en place pour être excellent, comme il dit. Quand tu Surtout commences. qu'on verra que
il est aussi autodidacte du secteur, etc. Clairement. Mais je pense que, allons quand même jusqu'au bout, parce que là, tu as parlé de l'agence rêvée où tu voulais entrer, et juste qu'on voie la fin du processus avec le banquier d'affaires. Ouais. Comment tu arrives à Sir Martin? C'est même plus compliqué que ça. Donc là, on est en 2018, on doit être courant 2018, et on trouve un partenaire qui m'intéresse, qui me plaît, où il y a une affinité, et nous propose un truc qui est hyper cool. C'est de nous dire, nous, on est une boîte qui domine plutôt notre marché. On est, je sais pas, dans 10 pays. C'est une boîte anglaise qui est ouverte dans 10 autres pays, en Asie, en Amérique latine, un peu en Afrique et en Europe. Et ils disent, notre problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement bon qu'on a tous les, dans chaque catégorie, on a un e-clients. C'est-à-dire qu'on a Adidas dans le sport retail, on a Amazon dans la vidéo online. Donc, tu peux pas prendre le concurrent. Donc, tu peux pas prendre le concurrent. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est vous racheter pour que vous preniez tous les concurrents. Et on aimerait que vous fassiez ça dans la ville 1, la ville 2, la ville 3, la ville 4, la ville 5, sous votre marque. C'est beau, ça. Sympa. Très sympa. C'est beau. Et ça c'est aussi des contacts qui faisaient partie de la liste, quoi. C'est plus ou moins. Bah, moi, c'était pas mon premier choix forcément, mais le projet qui m'ont amené, j'ai fait c'est vraiment bien. Donc, je suis allé les rencontrer à Londres, on s'est vus, nanana. Il y avait des failles parce que tu vois, c'était pas le projet parfait pour moi, mais ça m'intéressait vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, on a eu des très bons chiffres en fin d'année, mais on a tellement signé de choses sur 2019 qu'on savait qu'on pèterait tout en 2019. Et comme ton deal, il est fait en partie sur tes performances de 2018 et des années qui suivent, bien sûr. La certitude que tu as quand tu fais un deal, c'est l'argent que tu as au moment de la signature. Sur les années qui suivront, tu sais pas. Tu peux pas lire l'avenir. Donc, la certitude que tu as, c'est que le moment de la signature, il faut bien l'évaluer parce que c'est sur une base de chiffres que tu maîtrises. Le reste, tu ne le maîtriseras moins. Donc, nous, sur 2018, on savait que 2019 serait meilleur que 2018. Donc, signer sur 2018, c'était pas l'idéal. C'était pas l'idéal. Donc, on a proposé en disant, dans tous les cas, vous, ce que vous voulez acheter, c'est de la croissance. Donc, nous, on va vous offrir encore plus de croissance en 2019. On sera plus cher, mais vous aurez plus de croissance. Est-ce que ça vous va? En tout cas, on ne veut pas faire le deal sur 2018. On veut le faire sur 2019. Donc, on décale d'un an, on décale de 9 mois, quoi, en disant, on le fera l'été prochain. Donc, mettez dans un truc de discussion, etc. Donc, c'est cool, t'as cette perspective-là. Moi, je présente ça à mes équipes, mes personnes clés. On sait pourquoi on bosse. On a ce projet de se dire, mais attends, toi, tu vas aller où? Toi, tu vas aller où? C'est génial. Le projet, il est formidable. Êtes-vous hôte d'un Airbnb? Simplifie tes paiements avec Handicapé. Tu viens de recevoir une demande de réservation? Avec Handicapé, l'envoi de paiement devient un jeu d'enfant. Crée et envoie un lien de paiement personnalisé en un clic directement à ton client. Il pourra payer en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde avec le moyen de paiement de son choix. Tu reçois l'argent directement sur ton compte. Avec Handicapé, finis les tracas. Simplifie tes transactions dès aujourd'hui. Et donc, du coup, ce produit 2019, comme prévu, les chiffres sont excellents, sont bien au-dessus. Tu dois être entre 20 et 30% de croissance par rapport à 2018. Donc, on est hyper chaud. Et on arrive qu'au fin 2019, tu vois, fin du troisième trimestre 2019, on se dit, bon, bah, rouvrons les discussions. Nos chiffres sont bons comme prévu. On est toujours sur le même multiple, etc. Tout le monde est chaud. Le banquier, lui, il a pas touché plus d'argent parce qu'on on a décalé le deal. Donc, tout l'argent que tout le monde devait toucher est décalé d'un an. Mais bon, on va toucher à tous plus. Et, arrivé en Q4 2019, on n'entend plus parler des clients, du partenaire, pardon. Il répond plus. Il répond plus, ghost. Comme la meuf qui te ghost là. C'est ça. Tu sais plus vu, tu sais, double barre là. Double barre, bleu, fort. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait nos chiffres, ils vont bien. Qu'est-ce on a fait mieux que prévu, on est bien. Soudainement, c'est compliqué, les mecs répondent plus, tu sais, voilà, vraiment, c'est similaire à une relation, quoi. À distance qui se complique. Et en fait, fin 2019, on arrive à tirer les verres du nez, le banquier commence à transpirer, moi je commence à transpirer. En plus, t'es dans une production de te dire, ah là, bientôt j'ai fini le game là. Là, t'as commencé à te projeter. Voilà, tu parles à la famille, tu parles à tout le monde, t'es rentré dedans. En fait, la bascule, c'est quand on te propose un projet qui colle et qui est même au-delà de tes espérances. Moi, j'ai essayé d'ouvrir des filiales à l'étranger. J'ai ouvert l'Allemagne en 2015, je crois. C'était génial, mais j'ai pas réussi, c'est dur. Ouais, tu vas dire que c'est les personnes, c'est dur. Les personnes clés. C'est dur, comprendre la culture, c'est dur. Et donc, du coup,
le projet de faire l'international, mais mieux structuré, avec des gens qui l'avaient déjà fait. Ouais, c'était le top. C'est quoi. génial. Moi, Ouais. franchement, j'étais comme un dingue. Et fin 2019, le directeur financier nous appelle, à qui on parlait depuis du coup 1 an et demi, nous dit, bah, désolé, le projet ne se fera pas. L'actionnaire là-haut, veut arrêter d'investir. Là, on se concentre et on arrête d'investir. Oh. Je dis, c'est bizarre cette histoire. C'est quoi cette histoire et tout? Et en fait, l'actionnaire est un actionnaire en Asie. Mhm. Donc, moi, je suis là, je suis dégoûté. Tu parles à tes équipes, c'est la fin d'année, décembre. Ouais, le Covid a déjà commencé là-bas. Voilà. Mhm. C'est ça l'histoire. Ah, Que le reste du monde ne voit pas. d'accord, oui, Voilà. Moi, qui suis dans l'international, maintenant, j'ai l'habitude de ce genre de truc. C'est Voilà. qu'il y a toujours un delta entre le moment où toi, tu vois arriver un truc, alors qu'il est en train d'arriver chez eux là-bas. Exactement. Mhm. Ouh, oui. Voilà. Et donc, du coup, C'est là où cette histoire de Covid. là où c'est terrible, Ah, terrible. c'est moche. Et c'est pour ça que je vous dis que là, il faut être vraiment concentré, bien concentré, bien entouré quand on part dans ces sujets-là. C'est que 2 mois après, en février, arrive le Covid en France, les gens qui commencent à tousser, et les projets commencent à s'annuler. Et là où moi, en décembre, j'étais là, je vais vendre la boîte, je vais ouvrir l'international, nanana. En février, donc 2 mois après, donc 60 jours après, je me retrouve à me dire, ah, tiens, un client qui m'appelle, on va annuler ça. Tiens, les JO, cet été, c'est annulé. Tiens, la Ligue des Champions, cet été, c'est annulé. Et en fait, je perds, mois après mois, entre Q1 et Q2, 1 million de chiffre d'affaires par mois. Waouh. Là, tu parles de CA pour une fois. Annulation, 1 million de chiffres. Mais tu vois, peut-être un demi-million Qui saute à chaque fois de qui ton saute. profil. Et bah, vu le contexte d'incertitude, de pandémie, tu sais, tu comprends. Ouais, tu Tout le comprends monde les entre gens. la vie et la mort. On voit l'Italie où les gens sont en train de mourir. Personne ne sait ce qui se passe. Et donc, moi, je passe dans ma tête je vends la boîte Un surviving. à un mode que je n'ai jamais connu. Ouais. Tu sais, T'as le jamais mode- connu ça, toi? Non, moi, en croissance. Nous, c'est croissance à fond. Non, mais ouais, mais Ah là, ouais, je connais c'est de la croissance. c'est des pertes en plus. Voilà. C'est même pas décroissance. C'est, Ouais. du coup, moi, je passe dans un mode où, pendant le 2e trimestre, ma femme est enceinte, ma fille est à la maison. T'as le Covid. Moi, ce qui me rend fou, c'est que pendant le Covid, on parlait tous les jours il y a tant de personnes qui sont mortes aujourd'hui. Mmh. Tu sais, c'est un Ouais. délire macabre. Ouais. Les politiques prenaient la parole en disant oui, aujourd'hui, on a tant de personnes qui sont, tu sais, genre, Aïe, ouais. c'est pas la vie, tu sais, c'est l'opposé de la vie, quoi. C'est une mise en scène de la mort. Mm. Tu sais, te dire t'as un masque pour sortir faire tes courses et tout, c'est un délire. Délire, C'est un jeu vidéo. Mais ça. là, t'avais déjà fait la bascule vers la com 360. T'étais pas que digital, c'est ça? On faisait quand même beaucoup de digital. Hein. Ça devait, je pense, être à cette époque encore 70% Parce du que chiffre. sur l'année Covid, il y a quand même pas mal d'agences digitales qui ont fait beaucoup de chiffres en plus. de chiffres Ouais, en plus. mais pas au premier et au 2e trimestre. C'est reparti l'été. Au 3e, ouais, c'est ouais. l'été où C'est tout le monde est l'été, reparti c'est comme reparti. moi. Ouais. Tout le monde est Digital, reparti à Où les ce gens moment-là. se c'est sont là où on est tous remontés. adaptés. Ouais, après. et ça a repoussé. Ils se sont dit, bon, il faut continuer. Voilà. Il faut, ouais. Donc moi, ça a été psychologiquement, je pense, que ça a été un des trucs les plus durs de passer de la vie à la mort. Tu vois, moi, je suis un bon vivant, j'aime bien et tout, à l'omniprésence de la mort dans tes trucs d'actualité au quotidien, et surtout l'idée de. Moi, je pense que je suis assez clairvoyant. Une de mes forces, c'est d'avoir une bonne vision de où vont les choses. Donc, d'avoir une espèce de boussole qui m'indique le nord en permanence pour pouvoir anticiper, voir, préparer, planifier. Et pour la première fois, je n'avais aucun indicateur. Ouais, c'est dur. Tu sais, de qu'est-ce qui allait pouvoir se passer, je ne savais pas quoi. Et donc, j'étais passé psychologiquement j'ai fini le game à, je sais pas si on va vivre, je sais pas si la boîte va survivre. Ma femme est enceinte, elle a chopé le Covid pendant la grossesse. Tu sais, des trucs de vie et de mort, Ah ouais. concentrés chez Concentrement. toi, Ah ouais. sans pouvoir sortir. Donc un délire émotionnellement. Et en fait, l'été arrive et mon banquier me dit, donc on est en avril, les beaux jours reviennent un peu. Il a tenu, hein, le banquier, là. Le banquier, il sait que s'il vend pas, il prend pas d'argent. Ouais, c'est comme ça, la vie, Ah, bah la oui, vie, c'est pas facile, il sait. hein. Et puis il sait qu'il a un bon potentiel. Il a une Oui, boîte qui a un bon oui, potentiel. oui. Et donc du coup, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart faire un tour? Parce qu'on a le premier tour, c'est en 2018. Ah ouais, Là, on est en 2020. Ouais. Donc il me dit, est-ce qu'on repart faire un tour, on recontacte des gens parce que le game a bougé entre temps, les chiffres sont pas les mêmes et tout, ou est-ce qu'on attend que la pandémie s'arrête quand elle s'arrêtera? Ce qui est Qui était incertain à l'époque. Hein. ouais, incertitude de fou, il y a pas de vaccin. Enfin, franchement, et donc je dis franchement, on repart là. On refait un tour, on refait une liste de personnes à contacter et en fait à ce moment-là, je vois un nouveau modèle de groupes qui se sont montés. Donc avec MediaMonks, Brandtech et d'autres agences comme ça qui sont sur des modèles contenu, data, média, pur digital, qui veulent disrupter tous les grands groupes de communication traditionnels. Et je me dis c'est génial, ils veulent faire exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ils sont pas tous en France, ça vaut le coup de les contacter. Et en fait, je les contacte.
on se rencontre, on discute. À ce moment-là, je rencontre Sir Martin Sorel, qui a monté S4 mais qui a repris MediaMonks. Et en fait, on fait le call en mai 2024. Et en fait, le deal se fait en août 2024, quoi. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, le processus qui aurait dû prendre 6 mois, il a pris 18 mois. Il a pris 18 mois. Donc c'est très long, avec des hauts et des bas, des changements de partenaires, des caïds faillites, tu vois. Mais en précisant que dans le milieu de, parce qu'on a dit en M&A, c'est un GOAT, mais Sir Martin, dans le milieu de la communication, c'est un GOAT, quoi. Ouais, C'est, bien sûr. Ouais, il est puissant. on parle des OG, quoi. Il est puissant. Il est vraiment fort. Donc c'est quelqu'un qui a déjà été anobli par la reine, qui va au mariage de Meghan Markle. Ouais, les vrais gens, quoi. C'est, Oui. voilà, c'est, Les vrais qui gens. va à Davos tous les ans sur scène. Donc qui Non, tutoie mais les... déjà, juste tu dis, il va au mariage de Meghan Ah. Markle, C'était clair pour tout ouais, le monde. dans l'idée, ça c'est ces bails-là. Hein. Non, mais c'est top, franchement. Donc, c'est C'est franchement, c'est une belle histoire. En tout cas, Et, moi, je tiens à mais dire c'est félicitations. important. Je sais pas si on te le dit encore. Ouais, si, on me le dit, mais Franchement, Mais ouais. moi, je c'est- le je m'en dirais, rends pas tu compte. vois. J'ai été tellement dedans que je m'en rends pas bien compte, je pense. Ah, mec. Non, mais ce qui est important, tu vois, là, c'est, t'as pris le temps et on te remercie, c'est que c'est pas une vente, enfin, qu'on voit que c'est pas par hasard. Non, Parce c'est qu'il y a énormément de différents boulot. types de ventes. On l'a pas précisé au début, mais il y a aussi des gens qui vendent parce qu'ils sont contraints. Ils sont Bien sûr, désespérés. bien sûr. Donc, quand on dit vendre, on célèbre. Non, il y a des gens, ils vendent puis ils T'as vont pas le pleurer, choix. tu vois. Ouais, bien sûr. Ils ont pas le choix. Mais surtout, C'est pas seulement La- qu'ils ont pas le choix, c'est le travail, tout le travail qu'ils ont fait pendant des années n'est pas rémunéré. Ouais. C'est pire qu'ils sont déçus. C'est Ouais. c'est tout ton travail qui est pas récompensé. C'est vraiment vraiment dur psychologiquement ouais. et financièrement. Mais je veux dire, ça explique aussi, il faut que les gens comprennent pourquoi, même les gens qui travaillent dans des boîtes tenues par des entrepreneurs, pourquoi parfois ils vont avoir une certaine pression, en fait. Oui. C'est que l'entrepreneur, il joue quelque chose qui va parfois au-delà d'un projet client ou autre, Ouais, quoi. Et, bien sûr. donc, mais bon, du coup, effectivement, comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de marge? Comment est-ce qu'on arrive à facturer ça? C'est ça. Comment Pour on arrive toi, à avoir une t'as donné étoile un début Moi, j'appelle de ça une réponse. C'est vrai que comme tu les as... champions du monde. Non, mais c'est ça. Pour moi, c'est une étoile. Il a Vous pas, êtes, là. vous êtes pas encore, mais ça. va. Ok. Mais c'est ça. C'est C'est le moment en place. Vous n'avez pas démérité. Merci. comme tout Ivoirien qui se respecte. Merci. Merci les Ivoiriens et Ivoiriennes. J'ai connu ça en demi-finale. Ah ouais, parce que lui aussi, il y croyait. Vous n'avez pas démérité. Donc c'est intéressant, je te dirais. Mais ouais, mais La marge, ouais. Comment on ouais, arrive à ça? la marge, toi, tu lis la performance financière, ça se sent dans tes propos, à l'excellence en termes de delivery. Est-ce que tu... Pas que le delivery. Ok, Pas que le delivery. En fait, moi, je me suis positionné comme une agence créative. ok. Donc, l'agence créative, c'est la question, c'est quel produit tu vends. Mhm. Et le produit que moi je vendais, c'était des campagnes exceptionnelles, uniques. Dès le départ, Dès le départ. c'est ton focus. C'est mon produit. Soit on fait des choses exceptionnelles, soit on Exactement. arrête. Exactement. Je vous donne juste un exemple de ça. On fait une super campagne pour NT1 avec des zombies. En fait, c'est pour Pour Walking Dead. NT1. Ouais, NT1, c'est la chaîne, c'est une Ok. chaîne TNT. Ah et, oui, en, oui. et en gros, ils sortent Walking Dead. Et donc, du coup, on fait une super campagne où on appelle les gens à ne surtout pas parler du programme qui va sur NT1. Donc, tu dis à des Français, ne faites pas ça, ne tweetez pas Walking Dead NT1. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le Walking Dead. tweetent. Et quand ils le tweetent, en fait, automatiquement, on a, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de comptes zombies qui viennent liker, commenter, partager leurs trucs. Et donc, du coup, leur téléphone vibre. Et quand ils regardent, en fait, c'est que des zombies. Et donc, du coup, ils se font suivre par des zombies comme dans la série. C'est lourd. C'est très très lourd C'est créativement ça. C'est lourd, c'est trop bien. En fait, moi, j'avais quand même une dynamique de dire comment est-ce que tu crées de l'expérience à travers le digital qui te rappelle le produit d'entertainment. C'était ça ce que j'essayais de faire. C'était les gens adorent le contenu, adorent l'entertainment. Comment est-ce que tu leur offres pas une campagne de pub, mais une campagne d'entertainment personnalisée pour eux via le social media. C'est ça ce qu'on a très Tu bien m'éclaires fait. que tu fais ça pour un client, il te lâche pas après. Ah, mais attendez, pardon, juste, Ouais. Ça, c'est juste, NT1. Oui, juste pour la précision. Comment est-ce que j'ai vendu cette campagne? Tu me parlais de vente. C'est exactement la Comment question que j'ai j'avais vendu posée. cette campagne? On a eu l'idée qui déchire. Mhm. Et donc, du coup, on est venu vendre l'idée, j'en sais rien, un mardi matin, à 10h. Et le mardi matin, à 9h, on a fait envahir les comptes, les réseaux sociaux de nos clients par des zombies. Mhm. Donc, il y a une trentaine de zombies qui sont venus sur le client A
à 9h, trentaine de zombies sur le client B à 9h15, et nous, on avait la réunion à 10h. Donc, on arrive à la réunion à 10h, sans ouvrir l'ordinateur, tu sais, petit chat, t'arrives, tu discutes un peu avec les clients, tu dis, ouais, vous avez pas vu un truc bizarre ce matin, avec des zombies et tout? Et les mecs te disent, bah oui, on n'a pas arrêté d'en parler au bureau, c'est trop bizarre, c'est quoi ce truc? C'est ça, la campagne. Vous avez pas arrêté d'en parler, hein? C'est ça la campagne. C'est une campagne virale dont les gens vont parler. Donc ça, c'était les gens à l'intérieur d'LT1. Exact, des clients à qui on voulait vendre cette idée-là. Et c'est eux que vous avez fait expérimenter le produit. Exactement. Et donc du coup, Tu ressembles à quelqu'un qui a comme un regardé tout Mad Men, quoi. j'ai jamais vu. Sérieux? Genre confession, j'ai jamais vu un épisode de Mad Men. Mais non, je te jure, je connais pas. Donc ça pour moi, c'est mon produit, c'est ça. C'est comment est-ce que tu vends des expériences qui sont uniques et dans ton expérience de vente, t'as l'idée, mais aussi la manière dont tu le vends. Exactement. La manière dont tu au vends pire, est clé. tu te marres bien. Au pire. Mais tu te marres pas bien, tu sais que si les gens vivent l'expérience et qu'ils l'aiment, ils achètent. Donc, il faut avoir la super idée, mais il faut aussi être capable de la vendre de manière spectaculaire. Franchement, des idées de vente, j'en ai des dingues. On devait faire des trucs pour Babybel, je sais pas, 6 ans plus tard, on devait faire des trucs pour Babybel, un dessin animé autour de leur petit fromage rouge. On a loué une maison Airbnb avec une cuisine rouge. Et donc les mecs sont arrivés à l'adresse qui n'était pas mon bureau en disant mais qu'est-ce qu'on fait là? Ils ouvrent, tout est rouge. En fait, c'était le lieu de tournage qu'on avait, et donc du coup les mecs étaient déjà dans l'univers. Fabrice, toutes ces parties faut couper au montage, hein, je garde pour moi. C'est pas pour le peuple, ça. Ça, c'est pour lui, comment vendre, ouais. Donc moi, il y a un truc, je pense que j'ai aussi eu un beau taux de conversion parce que j'ai mis en place ce que j'ai théorisé comme étant l'expérience de vente. On a la bonne idée, on a le bon projet, mais la question c'est quelle est l'expérience de vente? Donc, je demandais à mes équipes comment est-ce qu'on vend ça. Si on vend ça comme les 3 autres concurrents en disant voilà l'idée, c'est pas mémorable. Moi, ce que je vends, c'est quelque chose de mémorable. Ils doivent en parler après. Et ils doivent en parler. Moi, mon KPI, c'était est-ce que ils vont en parler avec eux, et surtout au-delà de la pause, parce que la pause, c'est t'en parles 5 minutes après. Moi, ma question, c'est est-ce que quand la personne va rentrer chez elle, voir sa femme, voir son mari, elle va dire chérie, c'est passé un truc. j'ai vu un truc de ouf. Et si t'as ça, c'est que toute la journée le mec s'en est souvenu, que le mec a envie d'en parler, qu'il va aller au sport, il va en parler à ses gars, et donc du coup là, t'as fait pas une campagne de communication, t'as créé un objet partageable, viral, que les gens ont envie de se parler. Donc en gros, mon taf, pendant 10 ans, ça a été de créer des expériences de ce type-là, et d'être intransigeant sur la qualité. J'en reviens là où je voulais en venir. Oui. Je rentre de vacances, et en fait, le truc des zombies là, plein de clients ont kiffé, avec LT1, plein de gens ont kiffé. MTV nous appelle en disant, vous avez fait les zombies, maintenant il y a les loups-garous, on a une série avec des loups-garous, est-ce que vous voulez pas faire un truc avec des loups-garous? Moi, je pars en vacances, et mes équipes me disent, on a une super idée, ça ressemble un peu au truc de zombies, genre tu mets un truc et puis t'as des loups-garous qui arrivent. Je rentre de vacances, ils disent, on a vendu l'idée des loups-garous, on va faire un truc un peu comme les zombies. Je leur fais, les gars. Non. Pas 2 fois. Non. Ok, le client, il a appelé, il a dit, il a kiffé le truc de loup-garou, et qu'il veut, il a kiffé le truc de zombies, et qu'il voudrait faire un truc similaire parce que les univers sont correspondants. Donc, ils se sont dit, faisons un peu, on fait la même chose, vite fait, ils nous payent pareil. Mais c'est pas dans l'ADN. Et je suis là, gars, le produit. Le produit, tu veux pas faire ça. Enfin, moi, je considère que mon business, c'était pas ça. Et que je préférais perdre un client, que je préférais perdre un client que de refaire la même chose. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé le client, MTV, Nicolas Beignet, je m'en souviens encore, je lui ai dit, Nico, je suis désolé. Moi, je rentre de vacances et je ne suis pas satisfait par le projet qu'on t'a présenté. Est-ce que tu me donnes genre 3 jours pour que je te représente une version B? Le mec, il a acheté. Il avait déjà acheté l'idée. Ah, l'idée était déjà vendue. Elle était vendue. Les clips, pendant mes vacances, ils avaient vendu leur idée. Mais qui ressemblait pour moi trop à ce qu'on avait déjà fait. Tu peux pas te parodier toi-même. T'as kiffé un album et le gars te fait le même album. Parce que le truc a des enfants. C'est ça la vraie excellence. Pharrell, là, tu peux venir me faire ce que tu as fait pour... C'est ça. Non, tu fais pas 2 fois le même album. Mais c'est là où je dis que c'est là où tu incarnes la vraie excellence, c'est là. Voilà, c'est l'exigence. C'est l'exigence, même à soi. À soi, tu vois, puisque c'était déjà vendu. C'était déjà vendu. Donc là, je mets à risque la relation commerciale, le timing, le deadline, le délai. Et tes équipes devaient être en PLS. Ils disent, mais en fait, après, mais tu gagnes quand même tu fortifies ta relation avec le client. Si t'arrives à lui vendre une meilleure idée. Oui. Si ton idée est mieux que l'idée déjà incroyable du départ. Parce que du coup, c'est aussi lui dire, t'as acheté un truc pas ouf, je peux faire mieux. Donc, tu sais, c'est pas évident. Et donc, du coup, on bosse. Je dis, gars, non, les gars,
moi, je considère que c'est ta culture, quoi. Ton produit, c'est ton identité, c'est ta marque, c'est ta culture, et que tu peux pas jouer avec. Et donc, du coup, je leur dis, non, les gars, on va rebosser, désolé, mais je n'accepte pas ça, quoi. Donc, moi, je suis très sympa, mais j'ai une clairvoyance dans ce que je veux et ce que je veux pas. Et donc, du coup, on réfléchit à notre idée et on trouve un truc de maboule. En fait, on crée des nouveaux caractères sur Twitter qui prennent la forme d'une griffe, ce qui est un truc qui n'existe pas. Donc, on a fait un tweet qui sortait complètement des codes graphiques. C'était un hack de Twitter. On a pu créer une griffe de zombies, de loup-garou. Dans Twitter. Ouais, c'est un truc d'Unicode et donc Ah oui, visuellement. Ouais. Et donc du coup, en fait, on trouve un hacker en Europe de l'Est qui fait des trucs comme ça. On lui demande s'il est capable de dessiner une griffe, il fait la griffe et on arrive du coup au pitch en disant voilà ce qu'on veut faire sur Twitter. Le mec fait c'est génial ce que vous avez fait sur Photoshop. Je leur dis non, c'est pas sur Photoshop. Regarde, c'est sur mon téléphone Twitter. Donc le mec voit qu'il voit un truc comme il l'a jamais vu. J'ai dit ça, tu mets un peu de médias derrière, ça fait le tour du monde. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que t'as créé, je sais pas, c'est comme si Twitter c'était impossible d'écrire à l'envers, puis j'ai fait le premier tweet écrit à l'envers pour Spider-Man. Ah bah oui. Les gens se disent bah, il fait à l'envers, ah ouais. ça déchire, donc c'était du même niveau. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Le truc a fait le tour du monde, parce qu'en plus c'est un langage universel. Donc tous les fans de loup-garou, ah ouais, on a même fait plus fort que ça. On a fait tweeter ça par MTV US. Et donc du coup tout le monde en a parlé, donc je sais plus comment Ah est-ce qu'on a. oui, là c'était MTV. C'était MTV France, donc on a demandé à MTV US de retweeter, donc ça a été vu encore plus largement. Et comme on sait que les Français, ce qui part des US, ils trouvent ça plus chaud. Donc du coup, tu vois, on avait toute une stratégie de rendre le truc archi cool et tellement différent de, vas-y, on fait des zombies qui vont attaquer ton téléphone. Et ça, du coup, pour moi, c'est un espèce de case study dans mon histoire de me dire, non, ton produit, il faut savoir ce qu'est ton produit, savoir quelle est la valeur de ce produit-là et pas en déroger, en tout cas. Et donc du coup, je pense que ça nous a fait rentrer chez Twitter parce que Twitter ils se sont dit mais c'est qui ces mecs-là? Red Bull UK ils nous ont dit bah les gars on a vu votre truc passer et donc tu dis la réflexion entre vas-y on le fait c'est l'argent facile on se fait pas chier et non mais mec le produit c'est clé c'est ce qui m'a ouvert des portes internationales. J'ai fait un tweet là-dessus pour le UK, j'ai fait un truc avec Red Bull sur le UK, Red Bull Las Vegas, tu sais c'est des trucs que j'aurais pas eu et Twitter nous vendait dans leur deck en disant les mecs les plus chauds sur Twitter c'est ces Français. Et donc du coup ça m'a permis de faire des prix, d'avoir accès à des clients sans démarcher parce que j'avais un client j'avais un produit créatif qui tuait. Et là tu vois à nouveau je te parle pas de delivery c'était pas là je t'ai pas parlé du oui delivery, t'es même pas dans l'exécution dans la conception ça te casse la tête les mecs enfin tu fais des conférences dans tous les sens et donc du coup la marque que j'ai créée est devenue très vite très grosse très internationale parce qu'on avait ce niveau d'exigence en disant non mais c'est ça qu'on veut et donc du coup l'argent suit derrière. Mais ça tu es à quel niveau quand tu fais ça? Ça que je veux dire c'est que ce niveau de risque c'est à quel niveau que tu es capable de le prendre? Bah pour moi c'est un peu tout le temps hein. Ouais, c'est ça. Dès le départ il veut non mais attends je te donne un autre exemple en 2014 je crois on a parce qu'on a fait ces trucs internationaux et ce qu'on a aussi bien fait c'est faire de la communication internationale, c'est-à-dire en fait on postulait à des prix internationaux, on demandait des articles en anglais à des gens de l'international, donc moi j'avais l'exigence d'avoir des équipes internationales qui communiquaient au niveau international pour pas être une agence française. Moi, je voulais être la meilleure agence du monde, donc je voulais que mes travaux soient vus dans le monde entier. Donc, on allait postuler aux meilleurs prix internationaux. Et les gens nous voyaient, au moins même si t'arrives deuxième, même si t'arrives troisième, même si t'es shortlisté, bon bah au moins tu te dis ça te stimule et c'est cool quoi. Et en 2014, je crois qu'il y a un mec qui voit le truc des zombies, qui nous appelle d'Amsterdam en disant voilà j'ai un appel d'offres européen, c'est 1 million d'euros.
À l'époque, tu étais à quel niveau? Parce que je pense que ça veut dire beaucoup d'argent pour toi. C'est beaucoup d'argent pour moi. À l'époque, je fais des campagnes, tu vois, genre les trucs de NT1 là, ça doit être 50 000. Ah, d'accord, oui, avec moi, c'est tu parce que là, c'est clair. Ok, je me dis que pour toi, 1 million d'euros, Là, on te dit. Non, attends, je mens, c'est peut-être 700 000. C'est peut-être 700 000. Ouais, mais quand même. C'est En beaucoup. gros, c'est un joueur, l'année. tu joues à Monaco, on te dit Chelsea intéressé. Voilà. Ouais, c'est plus tu joues, tu joues à Bordeaux en ce moment, donc c'est Bordeaux en ce moment. Il a étudié à Bordeaux. Je sais. Là, ils sont en 3e, 4e division. C'est plus, t'es chaud à Bordeaux, et on dit, viens jouer, viens faire un essai au Real. T'es là, c'est un délire. Et donc, du coup, ta question, c'est quand tu vas faire l'essai au Real, est-ce que tu prends un risque? C'est un peu cette question que tu me poses. Donc nous, l'appel d'offres qu'on avait, et j'adore cette histoire. Donc c'est un câble opérateur, donc un peu un truc de satellite en Allemagne, qui veut faire du contenu social media cool pour que les gens s'abonnent. Voilà. En faisant du real time. Du real time. Donc comment est-ce que tu fais partie de la pop culture, etc. Et en fait, moi, mon point de vue, c'est comment est-ce qu'on peut démontrer qu'on sait faire des trucs en temps réel, quoi. Comment est-ce qu'on peut vendre cette idée-là, on peut le conceptualiser, etc. Je fais, mais en fait, est-ce que la meilleure manière de vendre du temps réel, quelque chose que tu crées vite, c'est pas de le créer sur place? Et donc, je me dis, ça, c'est un risque quand même. Parce que dans l'appel d'offres, on sait qu'on est les plus petits. Ils bossent avec des mecs de la BBC, et ils bossent avec une agence allemande, et c'est en Allemagne. Et moi, je suis en France, et j'ai pas d'équipe allemande. J'ai pas d'équipe allemande. Je bosse pour Arte, mais c'est vite fait. Et du coup, je dis, les gars, l'appel d'offres, on va le faire. Et ce que j'appelle l'expérience de vente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de démontrer sur place qu'on est capable de faire du temps réel, sans filet. Sans filet. Et donc, du coup, pendant 2 semaines, j'entraîne mes équipes à apprendre à réagir vite à des phénomènes d'actualité. Vous avez vu aujourd'hui, il y a Quincy Jones qui est mort ce matin. Moi, j'aurais dit à mes équipes, Quincy Jones est mort, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez 10 minutes. Et donc, du coup, ils ont 10 minutes pour trouver une idée créative qui va émerger, etc. Donc, on fait ça pendant 2 semaines et on arrive à l'appel d'offres. Et à l'appel d'offres, on fait exactement ça. On sait que tout le monde a présenté, qu'ils ont présenté des idées qu'ils avaient préparées, bien designées, bien tout ça. Et nous, on dit, bah voilà, nous, on vient vous démontrer notre capacité à faire du temps réel pour vous. Donnez-moi un événement imaginaire qui pourrait se produire aujourd'hui. Et les mecs me disent, j'en sais rien, la mort d'un voilà. Moi, l'exemple qu'ils m'ont donné, c'est le prince Harry sort avec une célébrité de Big Brother. Imaginez ça. Et à l'époque, c'est drôle. Et donc, du coup, j'appelle mes équipes à Paris. Je leur dis, voilà, imaginez si le prince Harry sort avec c'était de Big Brother, comment est-ce qu'on mettrait ça en image? Et donc, du coup, on se pose pendant 10 minutes, les 10 minutes les plus longues de ta vie, hein. Parce qu'en fait, tout ton appel d'offres se joue à 700 000, il se joue à ce moment-là. Sans supervision de ma part. Ouais, là-bas. Toi, tu es dans la pièce, toi. Moi, je suis dans la pièce en train de pitcher. Non, j'appelle, j'ai dit, les gars, le prince Harry épouse une célébrité de Big Brother. Mettez la création dans le Google Doc quand vous avez fini, vous avez 5 minutes. Je raccroche. Je suis dans la pièce avec le client qui dit, mais c'est quoi ce... Et tu causes avec eux pour 5 minutes. Ouais, tu causes 5 minutes et au bout de 5 minutes, les mecs t'appellent, on dit, c'est dans la presse, refresh. Je refresh la presse, le truc apparaît à l'écran, les mecs disent, ah bah, ça déchire. Et quand ils rentrent chez eux le soir, ils disent quoi à leur conjoint ou leur conjointe? Matt les dingues de Paris, là. Ils ont fait une presse, on leur a donné des idées, des événements. Ils ont créé ça en temps réel. Je pense qu'ils sont capables. L'expérience de vente. Moi, c'est ça que je trouve que... Et ça, tu l'as aussi peut-être de ton... Tu vois, maintenant, je fais le lien avec ta vie d'avant dans l'entertainment, dans la télévision, tu vois. Créer, en fait, de l'émotion, tu vois. C'est-à-dire que tu sors pas d'une pièce sans qu'une personne ait de l'émotion. Ouais, mais ça, je pense que c'est plus un truc de publicitaire que de créatif. Que créatif de télé. Tu vois, je pense que j'ai jamais, moi, c'est marrant quand j'étais en télévision. Merci. Quand j'étais en télévision, pendant très longtemps, ma frustration, c'est que je n'allais pas en vente. Je faisais de la conception, je faisais des dossiers et mes boss allaient vendre. Donc, je n'allais pas vendre. Donc, j'ai pas appris la vente. À ce moment-là. J'ai pas appris la vente en agence de pub non plus. J'ai appris la vente quand j'ai dû vendre. Et quand j'ai dû vendre, je me suis dit, c'est quoi le meilleur moyen de vendre du divertissement? Faire du divertissement. Ok. C'est à ce moment-là. Donc, c'est une forme de cohérence pour moi de dire, quel que soit ton secteur, tu vois, moi, j'étais dans le secteur du divertissement et du digital. Donc, je me disais, comment est-ce que je peux traduire ça dans tous les points de contact? Bien sûr. De l'expérience client. Mais comment tu trouves, ton premier employé qui réussit à suivre ça? C'est ce que j'allais dire. Là, on a parlé de la vente, on a parlé de l'acquisition. Enfin, c'est bien, mais maintenant, on arrive quand même au delivery. Ouais. Parce que, y a beaucoup d'agences qui ont cette réputation d'être très bons en première approche et puis après dans l'exécution. Donc je pense qu'on en arrive au talent, quoi. Ouais. Alors il y a deux choses,
l'expérience de vente, c'est un prototype. Donc, tous les frottements et les frictions que toi, dans le processus de production, moi, je l'ai déjà au moment de l'expérience de vente. Créer 30 zombies pour attaquer ton client, ou peut-être j'en ai fait 15, j'ai dû les faire. Donc, j'ai vu quels étaient les frottements, et donc, du coup, quand j'arrive en phase de production, je suis un peu plus préparé que le mec, il te vend un truc, et il dit, on verra en production, là, comment est-ce qu'on fait ça. Donc, je pense que le fait de prototyper pour vendre, ça me force à être plus rigoureux, parce que je veux arriver avec un produit fini. Le tweet, je le montre. Ouais, tu l'imagines pas juste, c'est pas juste un Photoshop. Voilà. Tu l'as vraiment fait le tweet. Pour ça, c'est faisable. Parce que comme je suis dans un principe d'innovation, j'ai besoin de pousser le curseur. Donc c'est là où je suis peut-être moi, où j'investis peut-être plus de temps et de ressources dans un truc incertain, dans l'étape 1 qui est l'incertitude. Là où les gens vont s'arrêter, peut-être, moi je préfère me dire, je prends un appel d'offres et j'essaye de mettre le maximum de chances pour que je l'aie, que j'en prends 2, j'y vais à 50-50 et puis il y en a peut-être un 2 gagnant. Alors moi je me dis, all-in. Et c'est ça a un peu été mon approche, quoi. All-in, on fait le truc en temps réel. All-in, on fait des prototypes. All-in, on attaque les clients. Et all-in, on loue un appartement pour pitcher dans une cuisine. Mais, du coup, t'es mémorable. Et même si tu perds, t'es resté mémorable. L'appel d'offres d'après, les gens penseront à toi. Donc, ça construit ta culture interne. Parce que les gens te voient faire ces dingueries-là. Tu vois, autour de toi, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, à un moment, ça devient la norme et tu t'auto-fixes ce niveau d'exigence-là parce que tu sais que le patron, il demande ces trucs-là. Donc, au bout d'un moment, tu le comprends, tu vois. Donc, l'idée d'avoir des valeurs, mais surtout de les incarner, c'est pas juste dire on a une boîte innovante. Tu vois, moi, j'entends l'innovation. Moi, je pense que j'ai fait des trucs de dingue qui n'existaient pas, notamment parce que je n'ai pas du secteur, mais parce que j'ai fait de l'innovation pas une philosophie abstraite, mais un élément concret, que le commercial, il devait innover, que le créatif, il devait innover, que le designer, il devait innover, et que le patron qui est tout en haut, et il est prêt à perdre le client, à revenir en arrière sur un truc pour mettre l'innovation au cœur du projet. Donc, cette démonstration-là, tu la portes tellement qu'à un moment, je pense que ça, par contagion, quoi, par capillarité, tes équipes le voient, et du coup, comprennent ce que c'est, comprennent ton langage, et du coup... C'est là que c'est important pour moi. Je pense qu'on bascule sur un sujet c'est très important pour toi, c'est la culture. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, bon, à tort ou à raison, se croient visionnaires. Tu vois? J'ai employé le même mot pour moi-même tout à l'heure. Tu vois? Mais ils vont dire que leurs équipes ne suivent pas. Tu vois? Donc, là, en tant qu'entrepreneur, manager, on a forcément, tu tournes dans tous les sens, la responsabilité revient vers toi. Et c'est là que je pense qu'il y a le sujet culture. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as été confronté à ce phénomène de culture d'entreprise? Quand est-ce que tu as compris que c'était déterminant? Et je crois que ta chance, justement, c'est que tu as compris ça très tôt. Ouais, j'ai compris en 2014 qu'on a gagné le compte Netflix. Netflix, ouais. Qu'on a gagné le compte Netflix en avril 2014, donc on a dû gagner ça peut-être février-mars. On a eu la chance de partir à 4 ou 5 à Los Gatos dans les bureaux de Netflix. Et avant d'aller dans les bureaux de Netflix, on nous a demandé de lire leur bible culturelle. Donc une employé handbook là. Ouais. Voilà, exactement. Donc t'aimes bien ça? Je le lis régulièrement. Voilà. Ah là, on coupe ici. On coupe. Il faut faire une pause. Trop de valeur. Désolé. Il a des os. On va faire une pause là, mais après la longueur de la pause dépendra de vous. Exactement, comme toujours. Vous savez, on sait que vous savez que c'est pas cher les likes. Sois gentil quand même. Les commentaires aussi, ça coûte rien, et c'est quand même l'occasion là de nous montrer que vous avez suivi jusqu'au bout et que vous voulez que Walid continue et qu'on aille jusqu'au bout. Donc, vous connaissez le challenge. Cette fois, on divise par 2. 500 commentaires. 1,5 like minimum. Voilà, si vous atteignez l'un des 2, 5K. On libère la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, franchement, c'est ouf. Walid va nous raconter comment est-ce que il a, au bout de quelques années, chopé le compte Netflix, mais surtout, moi, ce qui nous a scotché, c'est comment Netflix, juste côtoyer Netflix, a totalement changé sa vision de business. Et je pense que la manière dont il l'a décrit avec beaucoup de générosité, beaucoup de détails, va en aider plus d'un. Tous ceux qui se disent visionnaires, là, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Comprendre des concepts abstraits, concrets, les rendre concrets, justement. Et puis, on a aussi parlé de la gestion des talents.
la créativité, comment est-ce qu'on devient une agence comme ça qui remporte des prix, mais qu'on soit dans le milieu créatif ou pas, ça va vous parler parce que les talents, c'est vous qui suivez le podcast, vous le voyez à chaque épisode, c'est un sujet qui revient. Et pour nos grands fans ou les moins fans, il y a le Congossa Business. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas envoyé. Wally va nous partager le reconcours intérieur qu'il a eu et la fraude à plus de 100 000 euros. Tout à fait, malheureusement. Malheureusement, qu'ils ont découvert. Et comment ça s'est fini à la brigade financière. Enfin, écoutez, tout ce qu'on aime. Une histoire avec des menottes, une histoire avec des gens qui ont voyagé en Afrique du Sud. Comme on dit à Kinshasa, net in a film. Film, exactement. Donc, et en plus, je pense que Wally a quand même, dans cette deuxième partie, pris beaucoup de temps aussi pour un peu déconstruire ce qui le distinguait aussi. Et ce qu'il pense qui a fait la différence pour tous ceux qui s'intéressent. Et puis, une fois qu'il a vendu sa boîte, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Comment est-ce que son mindset a changé? Comment est-ce qu'il se projette? Franchement, super passionnant. Merci. Rendez-vous à la semaine prochaine ou avant. Au plus tôt. Ça dépend de vous. Cliquez, commentez, likez, Allez, partagez. à toutes. À très vite. Au revoir.